Il m'a dit, il y a quelque chose qui a changé en toi. Et je sais pas ce qui a changé, certainement plein de choses, mais je reviens d'une très longue expédition de 130 jours. Donc beaucoup de choses changent. Je suis tombé amoureux du vélo, j'avais 5 ans et j'ai couru de 18 à 22 ans où j'ai connu génération Bardet, Pinot, Alaphilippe arrivé. Et là, je me suis dit qu'il était temps d'arrêter. Et ça, c'était dur. C'était une dépression qui était immense. Je me rappelle, je dormais 1 à 2 heures par jour. Je m'achetais des bouteilles de cidre. Je me mettais des cartouches tout seul et je ne m'arrêtais pas. J'étais en mode camp d'entraînement. T'as appris à faire du vélo, t'as appris à faire de l'alpinisme. Bah, là, c'est un camp de méditation. Et je me suis rendu compte que ça allait plus loin que simplement être assis. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais intégré la douleur comme une non-sensation, que ça faisait partie de ma vie. Ils doivent se dire il a réussi, ou bien ouais, s'il est content. C'est un peu ça mes parents. Ouais, s'il est content, faut le laisser. Quand t'as des parents comme ça, évidemment, t'as envie de gigoter en face d'eux et de te montrer. Mais le fond du fond de ça, c'est aujourd'hui, j'ai envie d'être heureux. Steven, bienvenue sur Crisis, comment ça va? Ça va. On revient d'une diffusion au Grand Rex, un nouveau film. Voilà, c'est une belle semaine à Paris. Non, je suis détente, assez détente. Parfait, une très belle diffusion. En plus, tu m'as invité, j'ai eu la chance de voir le film et c'était très cool. C'est sûr que dans le cadre du Rex, et en plus, je pense qu'on va en parler pendant l'épisode, mais le film était très émouvant et sur une épreuve assez complexe et mentale, je pense. Donc, on aura l'occasion d'en parler pendant tout le long de l'épisode, mais justement, comme on le disait un peu en off avant, je suis très content de faire l'épisode avec toi aujourd'hui parce que c'est, pour ceux qui ne le savent pas sur le podcast, mais c'est en grande partie grâce à toi que je fais ça aujourd'hui. On avait déjà échangé à l'époque, c'était autour du vélo, donc ça me touche particulièrement de faire cet épisode avec toi aujourd'hui. Il y a plein de choses desquelles j'aimerais parler avec toi et je pense qu'il y aura même l'occasion de refaire plusieurs heures tellement ta vie est riche. Dans tous les sujets que j'aimerais aborder avec toi, il y a forcément le vélo qui est un enjeu central, mais il y a aussi tout ce qui est développement personnel avec la gestion des émotions, le mindset, le mental. Cette bête que tu as en toi aussi, dont tu parlais hier soir au Grand Rex. Est-ce que déjà un peu ce sujet et ces thématiques te parlent et est-ce que ça te va pour dérouler la suite? Ouais, ça me parle absolument. Et en fait, en venant, j'ai reçu un message d'un gars qui est un fan, mais qui est un proche, qui est un gars qui a fait des choses assez extraordinaires dans sa vie. Bon, bref, il a perdu 80 kilos, c'est un mec assez exceptionnel. Et il m'a écrit un truc, et ça fait 1 heure que j'y pense. Et il m'a dit quelque chose que certains moines m'ont dit dans ma vie, ou d'autres gens un peu élevés spirituellement. Il m'a dit, il y a quelque chose qui a changé en toi. Et il a commenté une photo où j'étais avec Daria, ma copine. Et il me dit, il y a quelque chose qui a changé en toi, je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, garde ça très longtemps. Et je sais pas ce qui a changé, certainement plein de choses, mais effectivement, je reviens d'une très longue expédition de 130 jours, donc beaucoup de choses changent. Mais c'est vrai qu'après la soirée d'hier soir et après beaucoup d'événements comme ça, je vois d'année en année que je reçois les messages différemment. Je vois les commentaires des gens, qui soient positifs ou négatifs, différemment. Et mes relations s'en ressentent certainement, mon attitude. Et du coup, tout change un peu autour. Voilà. Ouais. Il y a quelque chose que je trouve très cool. Je ne sais pas comment dire, mais c'est une sorte d'aura autour de toi, justement. Chaque aventurier un peu ou explorateur a son aura. Certains plus, on va dire, vraiment poussés à l'extrême, survivaliste ou des choses comme ça. Mais toi, il y a vraiment je pense, et on en parlera avec le temps que tu as passé au Népal, et tu parlais de Mathieu Ricard avant aussi, de poser, de prendre son temps, faire, apprécier les choses. Et c'est aussi on va dire, la grande ligne du dernier projet que tu faisais, c'est ça? Ouais, en fait, il y a plein de gens qui me posent des questions sur tous les sujets. Et c'est très difficile de parler de spiritualité, de développement personnel, parce que c'est hyper large, ça veut rien dire. On ne fait que se développer dans la vie. Mais mon truc, c'est qu'est-ce qui va rester de nous, en fait? Rien. Sauf ce que tu fais. Tes rencontres, ce que tu as laissé comme trace dans la tête, dans le cœur des gens. Hier, c'était un film sur ma maman, mais c'est aussi ta famille, tes amis.
Et est-ce que tu en as fait de cette vie? Parce que tu as un temps qui est limité. Bon, là, on nous parle, ça y est, on est apparemment illimité. Là, ça fait 48 heures que c'est parti. On est. Ok, j'ai pas vu passer l'info. Bah non, mais ça y est, c'est décidé. On va vivre jusqu'à 250 ans ou 300 ans. Bon, voilà, les milliardaires ont décidé. Mais on a un temps qui est limité sur Terre. Et mon truc, c'est pas de faire le plus de choses possible. C'est d'avoir un équilibre entre ce que je suis, mes colères, ma douceur, ma sensibilité, mes passions, mes excès, mon éducation, mes origines, ma famille et ce que j'en fais. Donc ce que je fais du présent et ce que je fais de demain. Et j'essaie d'être la meilleure personne possible. Alors c'est une phrase un peu toute faite, mais c'est dur, hein, d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un... Je l'ai dit hier soir sur scène, alors c'est sorti un peu tout seul, mais j'ai dit, bah ouais, en fait, quand t'as des parents comme j'ai eu, on en reparlera certainement, mais ma maman n'est pas venue au Grand Rex hier soir, ni n'ira certainement pas voir le film qui s'appelle quand même Pour toi, maman, et mon père non plus, mais quand t'as des parents comme ça, évidemment, t'as envie de gigoter en face d'eux et de te montrer, de soit de faire le beau, l'intelligent, ou d'essayer de comprendre des choses plus vite, ou d'expliquer, et d'exister, quoi. D'être le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, voilà. Et ça m'a amené à faire plein de trucs, voilà. Mais le fond du fond de ça, c'est... Bah, aujourd'hui, j'ai envie d'être heureux, quoi. Et ça demande un peu d'apaisement chez moi. Faire des choses, rencontrer des gens, donner le sourire. Et hier, c'était assez incroyable d'avoir... Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de gens, clairement, mais d'avoir en direct des émotions et des merci, quoi. Merci, mec, c'était fou. Parce que je me rends pas compte. C'était un peu dans ta boîte quand tu fais un documentaire avec ton monteur, avec ton réal, ou... Voilà, quoi. Et c'était bon, c'était super. Et même bon. sur les réseaux, tu as un certain recul aussi avec les retours, je pense. Et là, justement, d'être sur la scène du Grand Rex, d'avoir des gens qui te disent merci en face, est-ce que ça change quelque chose d'un point de vue émotion, d'un point de vue connexion? Comment est-ce que toi, tu perçois cette dualité, on va dire? Ouais, ça va plus loin que ça. Moi, j'aurais adoré être un comédien, un acteur, un mec qui est sur scène, qui fait des... Parce que j'adore faire le show, j'adore faire l'intéressant, j'adore faire des blagues. Je pense que je suis meilleur en blague qu'en vélo, certainement. Je pense que je suis meilleur à faire le show pendant une soirée, après quelques à consommer avec modération, mais quelques verres. Mais en fait, je suis devenu aventurier, je suis pas devenu alcoolique ou fêtard ou DJ. Mais mon truc, c'est d'avoir une vie intense, dense. Et hier soir, c'était danse. Grand Rex, c'est danse. Et ouais, les réseaux sociaux, c'est dur. Parce que tu as des retours, mais en fait, ils reçoivent tellement d'informations entre... je disais ça à mon agent hier soir, on est dans une agence de communication où ils ont différents athlètes, et ça va de Major Mouvement à Clem Kikour à Mathieu Blanchard. Et Mathieu, on a le même agent. Et évidemment, tous ces mecs-là envoient des informations à des millions de gens. Tu vois, même un Inoxtag, tu imagines. Ouais. Donc, les gens reçoivent des millions d'informations. Et comment le petit Steven Le Yarrick, avec ses 50 000 followers, va exister? Donc, les gens, ils défilent dans leur feed des trucs. Et s'ils arrivent à choper 1/1000, parce que la vitesse de ce que je produis est quand même beaucoup plus lente que ce que font des mecs, des youtubeurs ou des spécialistes de la communication, du market et tout. Et il faut me choper, quoi. Tu vois, il faut comprendre. Toi, t'as certainement pris le temps, où je t'ai chopé à un moment de ta vie où tu avais besoin d'entendre ce que je t'ai dit. Mais il faut prendre le temps, tu vois. Et ceux qui n'ont pas envie de m'écouter ne m'écoutent pas. Comme toi, comme plein de gens. Et il y en a qui prennent le temps de m'écouter. Et certains sont transportés, certains m'aiment, certains me détestent. Et aujourd'hui, je suis un peu plus dans... Je m'en fous que tu m'aimes pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais pendant pas loin de 30 ans, j'ai été dans aimez-moi, comme beaucoup de gens. Et je l'accepte, en fait. Ok, c'est hyper intéressant et riche de voir ça comme ça aussi. Et justement, tu parlais de se présenter, on a commencé un peu à l'envers, d'habitude je commence par ça, mais pour moi et pour ceux qui nous écoutent, pour commencer justement, qu'est-ce que je dois savoir pour comprendre la personne que j'ai en face de moi, justement? Tu t'as très bien présenté cette question. Attends,
Avant de continuer, j'ai quelque chose à te demander. Seulement 4,7% d'entre vous sont abonnés. Si c'est pas encore ton cas, abonne-toi parce que plus on est nombreux, meilleurs sont les épisodes et les invités comme celui d'aujourd'hui. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit, mais pour nous ça change tout. On reprend, bon épisode. Je sais pas, je suis un mix de trop en fait. Je suis un trop plein de choses. Je suis un môme qui a été élevé dans le 93 et c'était vraiment un peu 93 hardcore quoi. Clairement dans ma tête quand j'étais petit, je suis pas né en colère. Hein. Je suis un garçon très sensible, très doux, trop sensible certainement. Probablement TDAH, probablement hypersensible et probablement super doué dans plein de trucs et complètement sous-doué dans d'autres. Et je sais pas faire grand-chose, mais ce que je fais, j'essaie de le faire à fond. Et je tombais amoureux du vélo, j'avais 5 ans. Et ça m'a sorti du 93, voilà. Et hier, j'étais dans un taxi et le gars a dit ça, parce qu'il me raccompagnait à la Courneuve, dans la maison de ma mère. Vous ressemblez pas au 93. Je lui dis, parce qu'il y a une tête de 93. Il me dit, non, mais vous ne parlez pas non plus 93. Vous ne parlez pas la Courneuve. Je dis, mais j'ai eu 15 000 vies, en fait. Du coup, je suis ce môme-là qui a été élevé un peu en colère, à se faire agresser, à faire des bagarres, à essayer de m'en sortir. Parce que je pense que je suis né un peu les pieds dans la merde. Fils de papa très engagé politiquement, fils de communiste qui a dirigé un journal qui s'appelle Journal de l'Humanité pendant 20 piges. Et une mère cégétiste, combattante de l'impossible. Donc, je suis arrivé avec 2 parents un peu en colère, un môme et un frère. J'ai un petit frère aussi, un peu pareil. Et le vélo m'a sorti de tout ça. Voilà, le vélo en compétition. Donc, j'ai fait très vite de la compétition, quelques victoires, quelques défaites. Et puis très vite me dire... je vais essayer d'en faire un métier. Je voulais être cycliste professionnel. J'avais 10 piges déjà. Hein. Je marquais cycliste professionnel sur la feuille dans laquelle t'écris je veux être aviateur, les autres cow-boys, machin truc, cosmonaute. Et moi, je voulais être cycliste Et professionnel. on disait quoi à l'époque là, justement, quand t'écrivais cycliste professionnel? C'est pas un métier. Ce n'est pas un métier, Steven. Mais mon père me l'a dit. Je pense qu'il me le dirait encore aujourd'hui. Et moi, j'étais sûr de moi. J'étais sûr que j'allais gagner le Tour de France, d'ailleurs. À cet âge-là, entre 10 et 12, même jusqu'à 15. Et après, bon, t'évolues, t'arrives à un niveau où tu te rends compte qu'il y a des gens qui physiquement se développent plus vite que toi, entre 12 et 16, là. Et là, t'as des mecs qui font déjà presque 1m80. Et je sais pas, je faisais 1m60. J'avais des grosses cuisses, des gros mollets, mais j'étais pas aussi fort qu'eux. Donc là, il a fallu se batailler pour faire sa place. Après, j'ai évolué, j'ai fait un sport-études. J'ai assez bien réussi ces années-là, les années juniors, 18 ans. C'est comme ça que j'ai connu des Pierre Roland, il y avait Johan Offredo sur scène. Ouais. Johan, on se connaissait excessivement bien à cette époque-là, et plein d'autres, Michael Cherel, Maxime Bouet, toute cette génération 86. Et j'ai couru avec tout par la suite, de 18 à 22 ans où j'arrête ma carrière. J'ai connu génération Bardet, Pinot, Alaphilippe arrivé. Et là, je me suis dit qu'il était temps d'arrêter parce que j'ai eu des succès, j'ai fait des belles choses en vélo, mais je n'étais pas fait pour ça en fait. J'étais un gentil garçon. À cause du mental, le mindset Je sais pas, j'avais l'impression que c'était des soldats, quoi. Il n'y avait aucun sentiment, et puis c'est pas drôle, tu vois, il n'y a pas de jeu, c'est le vélo. Je dis toujours ça, maintenant c'est repris un peu partout, mais tu joues au golf, tu joues au tennis, tu joues au foot, tu joues au rugby, mais tu joues pas au vélo, tu joues pas à la boxe, voilà. Tu joues pas à la course à pied. C'est pas un jeu, c'est tu fais. Et tu t'entraînes entre 20 et 35 heures par semaine pour arriver à un résultat qui est parfois complètement pourri. Et j'avais beaucoup de désillusions entre ce que je croyais que j'étais et les résultats réels. Et surtout, j'étais triste à mourir, quoi. Je comprenais que mon rêve allait s'échapper parce que j'étais pas assez fort. Et je l'ai accepté assez vite. Hein. Juste après mon arrêt de carrière, j'ai pas dit, je suis pas le mec, et je le dirai jamais. Ouais, mais je me suis fait les croisés, sinon je serais passé pro. Jamais, tu vois, je me vois pas dans un taxi à 70 piges. Tu vois, moi aussi, j'aurais dû passer pro. Ça, j'en rencontre un par semaine, un mec dans un café où, tu vois, moi, je faisais du vélo, j'étais au vélodrome de machin. J'aurais dû passer pro, hein, s'il y avait pas eu, et si les autres, ils se dopaient pas. Moi, jamais je dirais ça.
Ils étaient tous plus forts que moi, tous Ok. ceux qui sont passés. Et mentalement, j'avais besoin de jouer, j'avais besoin de m'amuser. La seule course pro que j'ai gagnée, c'est parce que la veille, j'étais groupé tôt, j'ai pris 40 minutes. Et par orgueil de me dire, putain, je vais plus avoir de contrat l'an prochain, je suis nul à chier, quoi. Franchement, Steven, tu vas pas y arriver, en fait, t'es pas fait du tout pour ça. Et le lendemain, je gagne. Et je me rends compte que je m'en fous de gagner, en fait. Ça me faisait rien, ça m'apportait pas grande Il émotion. manquait le jeu, du coup. Et... Le jeu, la culture, il y avait de l'intensité, mais il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas de douceur non plus. Tu vois, il y a très peu de femmes dans le milieu du vélo. Maintenant, c'est très à la mode. Voilà, le Tour de France féminin là, a relancé complètement les femmes dans le vélo et c'est très bien. Mais il n'y a pas de femmes, de filles, tu vois, qui sont même dans les staffs. Si, j'ai eu une soigneuse. Mais en gros, tu n'as pas de douceur. Il faut un équilibre pour un humain. Tu vois, de la douceur homme-femme. Mais là, c'était un peu concours de kékette, testostérone, man, quoi. Tu vois, et j'en avais marre de faire la bataille de testostérone, quoi. Donc voilà, à force de parler de bagnole, de vélo, j'avais pas le permis de conduire, donc les bagnoles, j'en avais rien à foutre, et le vélo, j'en faisais toute la journée. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté, j'ai changé de vie, j'ai repris des études, et puis depuis, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai fait, mais ça, je dis merci à la vie, parce que cet échec m'a permis de faire tout ce que je suis aujourd'hui aussi. Il y a quelque chose que je trouve hyper intéressant dans ta manière d'aborder la chose, et je sais pas si tu l'as tout de suite eu ou si c'est la suite de ton parcours avec tes différents voyages en Asie qui l'amènent, mais il n'y a pas du tout d'ego sur ton échec entre guillemets sportif. Alors je dis le terme échec, même si c'est vu négativement, je le vois pas comme ça, mais t'es au clair avec le fait qu'ils étaient meilleurs que toi, que c'était pas les croisés et que t'avais pas envie de prendre de vitamine S, on va dire. À quel moment Ouais, je sais pas. En fait, j'en ai parlé avec Pierre Rolland, qui a gagné sur le Tour de France, maillot à pois, voilà, chouchou des Français pendant une dizaine d'années avec Thomas Vauclair. On en a parlé avec Pierre, parce qu'il se met un peu à l'ultra-endurance, et Pierre, il m'a dit ce qui est fou, donc il m'a dit bravo pour ce film, il m'a parlé de la musique, il m'a dit il y avait tout dans ton film, c'est incroyable. Bon. Mais c'est pas ça que j'ai retenu de son message, bien sûr, ça me fait plaisir, mais je suis pas dans ce truc-là. Par contre, il m'a dit un truc, il me dit les gens peuvent pas se rendre compte jusqu'à où t'es allé et dans quel état il faut se mettre à ton niveau pour gagner des courses comme ça. Et en fait, au-delà de l'état, parce que hier, t'as pu voir dans quel état physiologique et visuel j'étais, mais je suis dans un truc de méditation, en fait. En fait, je suis dans une expérimentation de moi et de la vie. Tu vois, j'ai toute transparence là-dessus. J'ai pris toutes les drogues du monde. Parce que j'ai besoin d'expérimenter, tu vois. J'ai fait toutes les conneries du monde qui sont possibles. Parce que j'ai besoin de sentir que ça brûle partout, tu vois. J'ai besoin de savoir. Et ça m'a amené à plein de rencontres, plein de connaissances, plein de vies dans ma vie. Plein d'excès, plein de conneries, plein de claques dans la gueule. Mais j'ai appris vite. Pas bien, parfois, mais j'ai appris, quoi. J'ai appris des trucs et ça m'a fait comprendre que y a des trucs, je n'en ai pas besoin. Des produits illicites, ça m'intéresse pas trop, en fait. C'est chiant parce que le lendemain, t'es encore pire et puis voilà, quoi. Ça peut que t'amener dans un trou, quoi. Et ça m'a simplifié. Sauf un truc qui a changé ma vie et dont je ne suis pas devenu accro, mais que je remettrai dans ma vie quand j'en aurai le temps, je devais. Mais j'ai rencontré une personne et elle est venue au Népal, mais j'aurais dû refaire Vipassana. Cette année, mais ma compagne Daria était au Népal. Du coup, j'ai dit, entre Daria et faire 10 jours de méditation silencieuse, allez, on va rester avec Daria. Mais ça, j'en ai besoin. Je pense que j'ai besoin tous les 3-4 ans de refaire 10 jours de stop dans ma vie et je devrais en faire une fois par an. Mais la méditation silencieuse que j'ai fait au Népal et retourner au Népal tout simplement, j'en ai presque besoin tous les ans parce que le niveau d'énergie en Occident, il est trop élevé pour moi. Ça va trop vite, quoi. Et j'ai 2 questions qui me viennent en tête par rapport à ça. C'est justement sur ta découverte de Vipassana. Donc ça, c'était
après le vélo. Et l'autre question, quand tu dis retourner au Népal, parce que là, tu y es retourné pas de la manière la plus facile non plus. Quand tu dis j'ai besoin d'y retourner, c'est t'as besoin d'y aller juste physiquement ou t'as besoin aussi de sentir physiquement, on va dire, le trajet comme ce que t'as fait sur ta dernière traversée? Ouais, le dernier projet Bistarai, qui veut dire lentement, était de revenir à ce qui a changé ma vie. Les deux choses. Le vélo et le Népal. Et les femmes. Mais principalement le vélo et le Népal. Et un truc, tu es déjà allé au Népal? Non, j'aimerais... T'as changé un peu ma vision dessus aussi avec ton documentaire. Le Népal, t'arrives à Katmandou, bon, c'est un bordel incommensurable. Mais c'est un truc difficilement explicable, mais énergétiquement, comme quand t'arrives ici dans une église ou dans une pagode ou dans un endroit spirituel, même dans une mosquée. Ou quand t'approches, j'ai ça aussi dans les montagnes de l'Atlas, quand je suis avec les Berbères et tout ça, qui ont un rythme qui n'a rien à voir avec ici, qui sont pas du tout dans une course, parce que pour eux, ne rien faire, c'est faire quelque chose, tu vois. Mais ça va moins vite, quoi. Ça va moins vite et tout est spiritualisé. Tu vois, t'as des temples tous les 100 mètres, et sans excès, il y a des endroits à Katmandou, t'as des mini-temples vraiment tous les 100 mètres. Et c'est des endroits d'apaisement. Alors, il y a de la colère, il y a de la connerie, voilà, ils se révoltent. Hein. Là, encore, les jeunes ont manifesté, ils ont fait changer le gouvernement et tout, mais il y a un niveau d'énergie qui n'a rien à voir avec ici. Et je me sens bien, en fait. Et cette année, j'ai compris que c'était pas uniquement les Népalais, c'est d'être là-bas. C'est d'être là-bas tranquillement. J'ai passé du temps aussi avec Daria là-bas et à me dire est-ce qu'elle va bien aimer. En fait, elle a bien aimé. Mais elle a mis une petite astérisque dans ma tête à me dire bah, en fait, je peux être heureux différemment, peut-être pas sans le Népal, mais elle m'a ouvert sur un Népal un peu différent, quoi. Et cette année, je l'ai vu différemment, parce qu'en fait, le trajet était tellement long. Hein, c'est une expédition qui a duré 130 jours au total, mais j'ai mis 73 jours pour arriver là-bas. Puis quelques jours pour aller au camp de base. J'ai fait 20 jours d'acclimatation avec plusieurs cols à 5000, dont un passage pour aller au camp de base à 5006. Mais ce trajet, il était tellement riche de tout. J'ai pas de vérité. Je sais pas si j'aurais le même apaisement dans un autre pays du monde, en Amérique du Sud, etc., comme on me l'a dit. Mais moi, c'est mon truc. Voilà. Le Népal, c'est mon truc à moi. C'est mon petit secret. C'est mon petit endroit où je me recueille, où je me sens bien, où ça m'apaise, où j'accepte de rien foutre, quoi. Et ça, c'est dur. Pour un mec comme moi, putain, c'est horrible de me dire, tu vois, encore ici à Paris, ici, c'est synonyme de travail. Même la France, c'est synonyme de travail. Alors là, je vis à Nice depuis quelques mois et c'est vrai que j'ai moins ça. C'est un problème parce que j'ai envie de rien foutre aussi à Nice. C'est un peu le but de la vie, d'un moment, réussir à rien faire et l'accepter et en avoir les moyens, mais le rythme est un peu plus cool. Mais ici, c'est la course, tu vois. Ouais. Là-bas, c'est moins, quoi. Et justement, avec tes différents voyages au Népal et maintenant à Nice où tu arrives à répliquer un peu ça, comment on fait pour rien faire ou accepter que ne rien faire, c'est une activité? Bah, j'en ai fait tellement, en fait. En fait, j'en ai fait tellement. En fait, j'ai eu un flash hier en voyant Johan, parce que Johan, je l'avais revu, Johan Ofredo, donc, qui a fait le Tour de France, qui a fait des très belles épreuves, qui a fait une carrière de 15 ans. Et Johan, je me rappelle, j'étais en cours d'images et médias, j'avais fait une école de com juste après mon arrêt de carrière, et je l'avais invité dans une émission de radio que j'animais à l'école, donc t'es en master, tu fais le truc et tout. Et là, j'étais dans une colère parce que je devais prouver à moi-même, parce que le monde entier, tout le monde s'en foutait de moi, hein, parce que je reprenais des études, je devenais une personne normale, absolument normale. Je rentrais dans le truc, j'étais plus un cycliste qui fait un truc un peu différent, qui est un peu original. Et je n'avais plus aucune originalité, j'étais le mec qui avait fait du vélo. Et sur scène, j'ai eu ce flash hier à me dire
putain, même depuis cette époque-là, j'ai changé, quoi. J'ai changé parce que c'était dur de me dire. Je me rappelle, je dormais 1 à 2 heures par jour pendant genre 2 ans, quoi. Je m'achetais des bouteilles de cidre à consommer avec modération encore. Je les posais sur la table et bon, ça m'arrive parfois de le faire encore, pas qu'avec du cidre, mais je me mettais des cartouches tout seul et je lisais des livres. Je ne m'arrêtais pas. Alors que je lis pas, je suis pas un mec, je suis pas un bon élève, je suis un cancre. Et après, j'ai fini master de promo à l'école parce que je m'étais dit, faut que tu fasses un truc, quoi, de toi-même. Et je me suis mis à être un staccanovice de tout et de travail pour apprendre tout. Mais je te parle de l'époque où, waouh, si t'avais quelques followers, genre t'en avais 1000 sur Twitter, t'étais une star, tu vois. C'était Twitter à l'époque. Il y avait quoi, Facebook? Il n'y avait pas encore Instagram. C'était tout début, je crois. Et voilà. Et tu vois, j'avais déjà ce truc de, faut pas lâcher, quoi. Parce que j'ai transféré le truc du vélo. Et ce truc-là me permet aujourd'hui de me dire, t'en as assez fait, quoi, tu vois. Je suis avide de tout. J'ai envie de découvrir plein de pays dans le monde, plein de choses, plein de cultures et plein de gens, plein de visages. Mais waouh, essayer de prouver au monde entier que je suis quelqu'un, ça s'éteindra un jour, je pense. Et ça s'éteint d'année en année, en fait. Voilà. Et surtout après un projet aussi long, je te jure que c'est OK. Je sais ce que j'ai fait, tu vois. Quand les gens me disent, c'est incroyable ce que tu fais et tout ça, tu sais, j'ai du mal à me dire, ouais, je sais. Parce que moi, je sais ce que j'ai vécu. Donc, je sais que pour moi, c'est incroyable. Et maintenant, c'est ça qui compte. Parce que tout le reste du temps, peut-être même, je pense, ce projet a soigné ça, presque soigné intégralement ça. J'avais besoin de plaire au monde entier, quoi. Là, je l'ai moins. Et j'ai eu tellement mal, en fait, pendant 130 jours que ça m'a un peu calmé. Et en 30 jours, du coup, parce que là, le documentaire qui est sorti hier, c'est Pour toi, maman. Dedans, tu disais, je pouvais pas rêver mieux comme préparation. Du coup, c'était aussi une course en préparation à ce projet-là, c'est ça? Ou rien à voir Ah, mais c'est drôle que tu dis ça, mais j'ai toujours l'impression d'être en préparation d'un truc, en fait. Je suis un peu comme un militaire qui peut-être va partir en Afghan dans 2 ans, mais il faut être chaud, quoi, tu vois. Si tu pars en 2028, il faut commencer à te préparer. Non, oui, au fond, quelque chose me prépare à autre chose, mais les courses d'ultra, c'est pour me préparer à mes aventures. Mais quand je dis ça à des mecs qui font que des courses d'ultra un peu plus courtes, c'est quelle arrogance. Oui, je fais des courses de 1600 km qui me préparent à mes expéditions, mais c'est pas du tout de l'insolence ou de l'arrogance, les amis. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur ce que je fais tout seul en aventure. Alors, c'est nul de dire ça parce que personne ne peut comprendre et tout ce que je fais n'a vraiment pas de sens pour 99% des humains et pour beaucoup de Français et Françaises. Mais moi, je suis heureux de faire ça. Ça me plaît de découvrir des pays. Ça me plaît de traverser 10-15 frontières. Et pour faire 200-300 km par jour, monter à 8000 mètres, oui, il faut être entraîné. Et oui, traverser les Balkans, je ne sais plus combien j'ai mis, mais entre 8 et 10 jours, et sur une trace aussi dure, oui, c'est un entraînement. Il faut pousser ses limites, etc. Mais ce n'est qu'une répétition à des choses que j'ai fait après, quoi, ou avant. J'ai fait d'autres courses de 10 jours, 15 jours. Ça n'a rien à voir avec traverser l'Himalaya comme je l'ai fait par le passé en 51 jours. Hein. Ouais. On ne peut pas se rendre compte. Mais... Donc oui, quand je fais un UTMB, j'ai eu des petites brouilles avec Mathieu Blanchard là-dessus parce que je comprenais ce qu'il me disait parce que c'est un champion. Il est là pour gagner. Moi, je suis là pour faire centième, quoi. Donc évidemment, j'ai pas du tout le même ressenti. Quand tu es au top du top, t'as pas du tout le même ressenti de douleur, de vitesse, de trucs, d'entraînement aussi. Mais je suis tout le temps en prépa, ouais. Je suis tout le temps en prépa. Après, je me prends moins la tête qu'avant. Et le truc, c'est que si j'ai pas une course dans 3 mois, 5 mois, 6 mois, je m'entraîne pas et je mange des burgers, quoi. Ouais. Ah ouais, j'arrive plus. Ça me parle beaucoup parce que je suis aussi dans cette optique et cette vision-là, justement. Et j'en avais parlé un coup avec des amis où j'arrive pas à... Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, t'as tout le temps ce sentiment d'être en préparation pour l'étape d'après
Mais à partir du moment où tu la commences, tu sais que c'est encore juste une préparation de plus pour celle d'après. Donc, tu célèbres jamais vraiment tes victoires en même temps, mais en même temps, tu n'es jamais prêt, tu n'es jamais content de ce que tu as. Comment est-ce que, justement, avec cette optique-là, tu arrives, si tu y arrives, à te satisfaire de ce que tu as déjà accompli et te dire, là, j'ai fait assez, là, je pourrais m'arrêter. Est-ce que tu y arrives ou est-ce que tu as quand même besoin d'aller chercher toujours plus, on va dire? Je vais pas dire ça devant la personne qui est là, mais parce qu'il y a Daria qui est là et on a déjà eu ces discussions dès le début. Parce que, et notamment pendant mon dernier projet où j'arrive et je lui annonce que j'ai envie de faire les 14 plus hauts sommets du monde à l'avenir et d'être le 3e Français de l'histoire et voilà. Et donc de retourner dans des pays comme le Pakistan et au Népal à 8000 et possiblement sans oxygène. Mais c'est pas ça en fait le truc, c'est que ça soit dans les Balkans, dans les Alpes ou au parc de la Courneuve ou au Butte-Chaumont, je veux savoir ce qu'il y a derrière cette colline, derrière cette montagne, en haut de cette montagne. Et c'est ça qui me satisfait, qui me remplit. Et là, j'étais super rempli en fait. Là, je suis arrivé à une limite où, ok, ça c'est bon. Tu vois, là, j'ai fait le Mont Blanc il y a 3 semaines et j'ai fait demi-tour à 120 mètres du sommet en D+. Parce que j'ai dit, j'ai assez. Il y avait une plaque de glace de 150 mètres. Et je dis, ouais, ça serait quand même con de mourir là alors que tu viens de monter à 8000 et là, tu te dévises de 800 mètres sur une connerie parce que tu as de l'ego, quoi. Et j'étais avec un pote sud-américain, Diego, et il me regarde, il a les larmes aux yeux, et il me dit, je suis désolé. Je lui dis, c'est ok, je m'en fous, en fait. Vraiment. Et après, je lui ai pas parlé pendant 1 heure parce que j'avais besoin de faire le deuil du truc. Mais pendant cette heure-là, je me suis dit, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave d'échouer. Tu vois, je suis satisfait. Je suis déjà fier de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Vraiment, si je m'arrête là, le seul truc, c'est que j'ai mis le doigt dans une machine où je suis personne. Tu vois, je suis pas Johnny Hallyday, Madonna ou... Mais quand tu as un peu réussi des trucs, les gens, les marques, les sponsors attendent encore de trucs de toi. Et puis, je signe des contrats, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il va faire Steven? Donc, tu signes des trucs pour l'année d'après. Et ça, cette année, ce projet de 130 jours m'a permis ça, de prendre du recul et de me dire qu'est-ce qui est vraiment important. Voilà. Et de monter à 8000, ça m'a apporté ça. Comme j'ai retouché, ça c'était pas la première fois, je pense, ça fait 7-8 fois que je touche vraiment la mort du doigt. Là, tu te dis, ok, qu'est-ce qui est vraiment important? Et mon résumé était simple. Il y a Daria, ma famille. Voilà, je sors un film juste après, il s'appelle Pour toi, maman, que j'ai un peu écrit sur ce chemin quand même. Okay. Et juste après, je faisais des vocaux. Je pense qu'on était à 10 jours du summit. Je faisais des vocaux de là-bas du camp de base du Manaslu, à Louis. Parce que c'est ça qui compte. C'est la famille, les amis, ta chérie, les gens qui t'aiment. Et le reste, ils te suivent pas. Les gens t'aiment pas. Ils font ce qu'ils veulent, mais essaie d'être toi-même. Et ce toi-même, faut le trouver. Et moi, j'ai trouvé là-haut, quoi. Tu parles de toi-même, de là-haut. C'est une phrase que tu as dit hier soir aussi au Grand Rex, c'est peut-être même dans le documentaire que tu viens de redire, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière cette colline, ce sommet. Est-ce que, avec du recul, vu que ça a l'air d'être quelque chose que tu as beaucoup, ce que tu as envie de savoir, ce qui se cache derrière, c'est vraiment ce qui se cache derrière ou c'est plus une métaphore de savoir ce qui se cache plus au fond de toi, dans tes entrailles Mais qu'est-ce ça qui t'oblige. se passe au bout? Ça t'oblige. Tu sais, j'avais un jeu avec mon petit frère. J'ai toujours ça dans la tête quand on me parle de ce sujet-là. On avait une côte impossible à monter. Je pense que j'avais 8 piges et il avait 6 ans. Et on avait un vélo qui avait qu'une vitesse chez notre grand-mère paternelle. Et il y avait des poteaux électriques. Et il y en avait un tous les 10 mètres. Et le truc, c'était d'aller au poteau d'après à chaque fois. Et d'aller le plus haut possible. Et jamais j'aurais envisagé d'un jour monter cette côte en intégralité, tu vois. Et j'y suis revenu à 12 ans. Ça, je l'ai monté, mais tellement facilement. À 16 ans, à 20 ans. Et j'ai organisé un gravelman là-bas. Et je l'ai mise. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, c'est horrible. Et j'ai fait un ravitaillement dedans. C'est horrible. Et je leur ai expliqué mon jeu quand j'étais petit. Donc, tu vois, ce truc, en fait, je ne croyais pas que j'allais réussir à monter cette côte un jour parce que je n'ai pas confiance en moi. Tu vois, je n'ai pas confiance.
Je sais pas si j'ai confiance en la vie, mais le Népal m'a apporté ça. Les rencontres m'ont apporté ça. Rencontrer Daria, par exemple, ça m'apporte ça. Ça m'apporte merci la vie, tu vois. Parce que plein de fois dans ma vie, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais comme plein de gens, tu vois. Bon, des fois, c'est quand tu marches sur un chewing-gum, mais moi, c'est pour des trucs parfois un peu plus graves et des fois mortels. Mais ouais, j'ai une recherche de moi-même qui est intense, mais mon prétexte, évidemment, c'est de gravir cette colline, cette montagne, ou de faire ce chemin un peu vite en prenant un peu d'adrénaline ou de monter à 8000. Mais j'ai appris tellement sur moi que oui, il me faut des trucs un peu plus costauds pour aller chercher un peu plus loin à l'intérieur de moi. Mais c'est lié en fait, tu vois. Parce que sur ce chemin, tu apprends des trucs, tu comprends. Tu vois, quand je suis monté à 8000, quand je remets l'oxygène à 7005, j'aurais pu faire le kéké des plages. Moi, je mets pas d'ox. Il y en a plein, hein. Il y en a 3 qui sont loupés devant moi, dont une canadienne. Et je lui dis, mais va chercher ta bouteille. Je dis, meuf, t'as payé 25 000 €. Va chercher ton oxygène, arrête. Elle me dit, c'est pas une question d'ego. Je dis, tu sais, ta phrase, t'aurais pu la mettre exactement à l'inverse. C'est juste une question d'ego. Tu vas chercher ta bouteille, tu montes ton truc. Je sais même pas si elle a fait le summit, tu vois. Elle voulait pas faire le summit sans oxygène. Ça n'a aucun intérêt. Donc, une puriste, je respecte, tu vois. Mais moi, je voulais toucher ce sommet. Ça faisait 130 jours que j'étais parti. J'avais besoin de ce truc de... Tu l'as fait, mec, c'est pas grave. Ok. La prochaine fois, on essaiera sans oxygène. Mais je l'ai fait. Tu vois. Et sur ce chemin, en fait, c'était tellement dur à la fin, je n'ai aucun regret d'avoir fait ça. Aucun regret. Et quand je redescendais, j'étais dans un truc de... J'étais fier. En fait, j'étais tellement fort parce que je me disais, t'as réussi. Et pour avoir cette sensation-là, que j'ai ressenti quand j'avais 10 piges, les premières fois où j'arrive à grimper cette côte ou d'autres choses que j'ai fait dans ma vie, gagner une petite course, réussir quelque chose d'autre dans la vie. Bah, ces petits trucs d'apprentissage m'ont poussé à la chercher à l'intérieur de moi. Ouais. C'est une sorte de drogue au final de te connaître. De se connaître, oui, mais il y a un peu ce côté de repousser ses limites en même temps dedans. Et ça fait plusieurs fois aussi que tu parles de la mort où tu l'as frôlé quelques fois et maintenant tu essaies de faire attention. Justement, comment est-ce que maintenant tu repousses tes limites sans non plus les pousser trop loin, tu vois, en tombant dans l'excès de... Tu vois, genre là, on parle, t'es un aventurier, on en a d'autres en tête aussi, mais en tête, là, j'ai l'Aurillac qui me vient, où quand on voit ces expéditions, des fois, ça sort du commun des mortels, quoi. Comment est-ce que toi, tu arrives à prendre ce risque ou à le calculer pour... Bah, je suis pas là pour faire le malin, en fait. Tu vois, je suis pas là pour... Je suis pas un animal de cirque. Tu vois, je suis pas là pour montrer au monde entier que... Tu vois, me faire dévorer par un requin ou me faire mordre par un scorpion. C'est pas mon objectif de vie. Mais par contre, si je dois traverser les US... Et il y a des grizzlies, comme je l'ai fait. Il y a des grizzlies, à la fin, il y a beaucoup de serpents. La course, ça fait 4500 km et tu as tout type d'animaux, des migales sur la fin qui sautent sur la route. Si tu dors là, bah, évidemment, tu meurs. Tu vois. Oui, ça fait partie de mon jeu. Mais je fais pas exprès d'aller faire le malin. Et tu vois, je le montre rarement sur mes réseaux sociaux. Pourtant, j'en ai fait plein de trucs, tu vois. J'ai fait des trucs même très extrêmes. Je fais pas cette promotion-là parce que je suis pas là pour me suicider, en fait. J'ai envie de vivre des trucs. Au début, j'avais envie de mourir. Tu vois, la première fois que je vais au Népal, j'ai dit, je sais pas, j'ai envie de mourir un peu. J'en ai parlé avec Yohan Ofredo hier. Il me dit, j'ai eu des tendances comme ça. Je dis, moi, clairement, j'avais envie, quoi. Donc, c'était soit j'allais en monastère, soit j'avais envie de mourir. Et après 2-3 fois où je suis très proche de me louper dans la vraie montagne, tu vois, quand t'es à 6000, c'est quand même des montagnes. Donc là, pas de Sherpa, pas de personne, pas de guide, pas rien, un sac de 40 kilos, autonomie totale. J'ai cru que j'étais un survivaliste, quoi. Ça marchait très bien, hein, mais quand tu vas très proche de la mort, quand il fait -20, -30, bah, tu te rends compte que c'est pas ça que tu veux. Et là, il y a une lumière qui arrive à l'intérieur de... j'ai envie de vivre. Mais j'ai envie de vivre intensément, d'apprendre plein de choses. Et donc, je suis retourné en monastère. J'ai fait de nouveau de la méditation silencieuse. Je me suis vachement apaisé. Enlevé beaucoup d'ego, d'orgueil aussi. Et me dire, j'en ai un peu rien à foutre, en fait, tu vois. Prouver au monde que je suis un super-héros. Tu vois, il y avait plein de gens qui m'écrivaient ça avant. T'es un anti-héros, un anti-super-héros.
J'en sais rien, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, mais aujourd'hui, on est dans un monde de spectacle. Voilà. J'ai un copain qui dit ça tout le temps, mais c'est tellement vrai. Il dit, ce qui compte, Steven, il m'a dit ça, tout le projet Bistarail, là. Ce qui compte, Steven, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu montres. Et moi, mon truc, c'est de faire exactement l'inverse. C'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu fais. Et je sais ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je me montrerai rarement en super-héros. Si tu me vois avec une cape un jour, bah, tu me le dis, mais non, c'est pas trop mon truc, ouais. C'est hyper intéressant parce que ça fait écho avec, je crois que c'était Mohamed Ali qui disait ça en interview, où quand on lui demandait combien il faisait de répétitions d'abdos ou des choses comme ça, il disait je compte quand ça commence de brûler parce que ce qui compte, c'est pas ce que les gens voient, c'est ce que moi je fais quand les gens me voient pas, justement. Mais j'ai l'impression que ce passage en monastère t'a beaucoup aidé sur plein d'aspects. Au-delà de la méditation silencieuse, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as appris là-bas, des outils, des méthodes, des choses avec lesquelles tu es reparti et que tu utilises encore, tu vois? Parce que quand on regarde la course que tu as mis dans le documentaire, 1400 km avec je sais plus combien de dénivelés positifs, enfin, tous tes projets, il y a quelque chose où mentalement, pour le commun des mortels, déjà aller se baigner dans l'eau froide, c'est difficile, mais alors faire ce que tu fais, c'est même plus sortir sa zone de confort, quoi. Ouais, j'étais très malade. Je suis arrivé très malade dans les Balkans. La course, ça fait, il y a 27 ou 30, plus de 30 000 de D+. Ça fait 1400 km, mais avec un parcours très engagé. On n'est pas sur une course sur route. Un Race Cross France, il y a 2600 bornes. J'ai mis 5 jours. Northscape, il y a 4480 km. J'ai mis 10 jours. J'ai fait plus de 440 km par jour. Mon record sur 24 heures, c'est 800 bornes, tu vois, 790. Mais ça veut rien dire. C'est pas ça qui compte. Parce que dans les Balkans, je suis arrivé tellement malade que j'étais hors course, en fait. Je me suis dit, mais je suis complètement hors sujet. Du coup, on va essayer de la faire déjà, la course. Au bout de 12 heures, je suis 60e. Au bout de 24 heures, je dois remonter, je sais plus, 25e. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, hein, sans aucune arrogance, mais c'est mon job, tu vois. Je suis là pour gagner. Si je mets un dossard, c'est pour gagner. Tu vois, si je mets un dossard, c'est pour faire un truc... Sinon, je mets pas de dossard, je vais m'amuser, on va boire des coups ou des cafés, on fait un morning ride et je préfère faire ça que sinon c'est trop dur, ça fait trop mal de se faire mal pour se faire mal. Mais non, j'ai pris plein de choses. Alors, je sais pas ce que ça veut dire outil, tu vois, mais je suis un très mauvais élève. Je pense que je suis peut-être l'antithèse de toi au niveau professionnalisme dans plein de choses, que je fais tout au feeling, tu vois. Je suis pas du tout carré dans l'axe, tu vois, quand je te vois toucher au bouton des trucs et tout, je dis, oh bordel. Moi, je suis perdu. Tu me donnes 2 appareils comme ça, je suis perdu. Mais par contre, quand je sais qu'il y a un grizzly à 500 mètres, je sais comment agir. Je sais là où il faut pas dormir. Je sais à peu près à quelle vitesse ça va. Je sais quel bruit ça fait, quelle est la couleur de son caca et si c'est un ours, un grizzly ou voilà. Et je sais reconnaître, tu vois, le bruit de la rivière, s'il faut la boire, pas la boire, la couleur, voilà. Et 1000 choses comme ça. Mais ce que ça m'a apporté, c'est ça, c'est cette observation de la vie, du vivant, tu vois, que ce soit la nature, etc. Et ça m'a permis à me connecter à celle-ci. Alors, c'est très vaseux, ce que je dis, mais c'est la vérité. Je me suis connecté dans les Balkans, quand je traverse l'Himalaya, ou même dans ce projet Bistarail, aux éléments. Je regardais le ciel et je disais merci. Alors, je ne sais pas si c'est Daria qui me protège ou quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui est plus fort là-haut. Moi, je suis persuadé qu'il y a des forces qui sont beaucoup plus fortes que nous là-haut. Et quand tu fais le bien, elle t'aide à faire le bien et elle te donne du bien. Et je dis toujours merci quand j'ai quelque chose qui va bien. Et des fois, je demande, je dis, pourquoi tu fais ça, franchement? Ça fait 39 ans qu'on se connaît. J'en ai fait des trucs. J'ai fait plein de trucs bien quand même. Pourquoi tu me fais ça aujourd'hui? Tu vois, j'ai ce truc de pourquoi aujourd'hui tu me punis? J'essaie de chercher ça. Et donc, je vais chercher dans la nature, dans les éléments et me dire, quand je fais une erreur, c'est mon erreur. C'est pas l'erreur de quelqu'un d'autre. Et on est dans une société de c'est jamais de ta faute, tu vois. Je me rappelle, j'ai fait un stage chez France Télé 6 mois. On mettait des post-it à 17h18 parce que les gens, ils partaient à 17h30 du taf et ils mettaient des post-it sur mon ordi.
Et moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire. En fait, il me rejetait la balle sur des sujets, il me mettait dans la merde, tu vois, parce qu'il y avait des deadlines et il fallait que je finisse le bordel, parce qu'il savait que je partais tard, tu vois. Et je disais, ah ouais, ok. Donc, le gars, il a fait ça pour me... Et comme j'étais un peu teubé, je disais, ok, j'avais pas compris, tu vois, parce que je suis pas de ce monde-là. Et ça me permet tout ça de me connecter à autre chose qui est plus sûr pour moi, c'est-à-dire la nature, les éléments, le sol, la terre, les arbres, la pluie, le soleil. Quand je me fais brûler à 700 km, 50 degrés en Ouzbékistan, il faut avoir une certaine sérénité mentale, je te promets, mec, les lignes droites, elles font 60 km. Si t'es tout le temps en colère, mais c'est quoi ce vélo, c'est quoi cette route, c'est quoi ce truc, avec des 3 tonnes 5 qui te doublent. Et je vais chercher, quoi. Je me dis, ça va aller mieux. Mais non, ça m'a permis de l'apaisement. En réalité, je pense que je médite beaucoup sans le faire exprès. Je me mets instantanément en méditation ou en auto-hypnose. Et ça m'a permis de me dire, ne rien faire, c'est faire quelque chose. Et rien n'est grave. Rien n'est grave, Stéphane. J'ai un copain qui m'a dit ça un jour. C'est une chanteuse qui lui avait dit. Et j'ai toujours cette petite phrase. Elle lui avait dit, rien n'est grave. Il parlait de douleur, mais rien n'est grave, tout est aigu, tu vois, sur la douleur. Et c'est vrai qu'une douleur aiguë, comme ça dure pas longtemps, mais ça fait mal. Mais les douleurs de mes aventures, elles sont souvent graves, elles sont souvent longues, tu vois. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment... Tu vois, je fais que du vélo, je fais que des aventures. Je suis pas en train de sauver des gens ou voilà, en tous les cas, pas parfaitement, mais... Et quand tu dis, tu te mets en méditation, enfin, auto-hypnose, est-ce que c'est justement quand tu fais du vélo, vu que c'est ta bulle, c'est ton endroit où tu es connecté à la nature, à toi-même, est-ce que c'est ce moment-là qui fait que tu passes en auto-hypnose ou c'est à d'autres moments ou à d'autres, avec d'autres activités? Non, j'ai eu des moments de colère. Quand j'arrive en Afghanistan, je me fais contrôler par des gars avec des Kalachnikov, AK-47 ou FAMAS tous les 15 km. Bah ouais, le petit mec de la Courneuve, quand j'avais 16 ans, là, si je commence à avoir de la fumée qui sort des oreilles, bien sûr que je me bagarre et je meurs au bout de 2 heures, quoi. Mais je me suis dit, parce que je prenais ça pas comme une injustice, mais parce que c'est les règles du jeu là-bas, hein. C'est leur gouvernement, leur militaire, leur gendarmerie, leur administration, c'est eux. Et je dis, c'est les règles. Ok, tu respectes les règles, tu rentres dans le truc. Et pour ça, j'ai dit, ok. J'ai pris un moment, j'ai pris 5 minutes. Et je me suis dit, ok, bon, voilà, les paramètres, c'est ça. Il faut les intégrer, il faut accepter. Parce que, je sais pas si tu te rends compte, mais quand tu passes des frontières tous les jours presque, comme ça m'arrive parfois dans des aventures, tu changes de langue, tu changes de manière de te comporter. Les gens te regardent différemment. Et les gens roulent pas pareil en voiture. Les routes sont pas pareilles. Le code de la route, l'analyse des gens, des mouvements des gens, tu vois. Parce qu'en Afghanistan... Attention, il y a des règles qui sont propres, tu vois. Tu peux pas regarder une femme comme ça. Tu peux pas. Les enfants, les hommes, est-ce que tu faut les regarder dans les yeux? Tu vois, dans le RERB, quand je vais à la Courneuve, je sais qu'il faut pas regarder tout le monde dans les yeux à provoquer, mais c'est comme ça. J'ai accepté ces règles et j'étais un peu dans ce délire-là. Tu vois, à tout analyser et me dire, ok, voilà, chaque pays, je fais un point. Donc à chaque fois, à la frontière, je faisais un point sur moi-même et oui, en Afghan, j'ai clairement fait beaucoup de points, hein, à me dire, calme-toi, c'est pas grave, ça va aller. Et comment parce que là, tu parles de les analyser, justement, ces codes, mais à un moment, il faut bien faire une erreur ou un pas de côté pour comprendre que le code, tu l'as pas compris, on va dire. Comment, on va dire, la Courneuve, encore, si tu regardes un peu avec un 600 $ RER, même si ça se passe mal, ça se passe moins mal qu'en Afghanistan ou dans un autre pays, comme ce que tu es en train de dire là, tu vois. Comment est-ce que tu arrives à rester calme dans ces moments-là ou à te sortir de situations et en même temps analyser que tu as fait une erreur ou une incompréhension de culture? Je sais pas, mais je me suis tellement trompé dans ma vie et j'ai tellement fait de conneries que... Je suis déjà tellement mort dans ma vie. Je te jure, je suis mort tellement de fois que je me dis une fois de plus, une fois de moins. Non, mon truc, c'était de leur dire, ne me faites pas mal, quoi. C'est tout. Si vous me tuez, faites ça vite, quoi. Mais les seules personnes à qui je pense, c'est ma copine, ma famille, et voilà, quoi. Mais je pense pas à moi. Si je meurs, je meurs. C'est la vie. Je devais mourir là. Mais au fond de moi, je me disais, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas me tuer. Ils peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et mon truc, c'était de comprendre... c'est quoi leur délire profond?
Et en fait, juste, c'était un kiff pour eux d'avoir un blanc, je pense, ou un mec comme moi, avec un vélo en cuissard maillot. C'était rigolo, un gars en short à moitié à poil dans leur pays, qui est genre en admiration ou hyper choqué par des gars avec des armes de guerre quand même. Où tu vois 50 armes de guerre au même endroit, parce qu'une fois, ils m'ont fait rentrer dans un préfabriqué où t'as un bon 25 mecs qui sont rentrés en même temps que moi, 25 père Dieu sur moi, avec le sosie d'Oussama Ben Laden, au même endroit que toi, face à moi, qui me regarde sans dire un mot pendant 25 minutes. Ouais, il y a un moment, puis je me rends pas compte que ma caméra elle était dans ma poche de gauche, dans mon cuissard, elle est allumée, et lui, il regardait que ça, en fait. Et là, je me suis dit, t'es teubé complet, en fait. T'es vraiment bête sur l'échelle de la bêtise. T'es proche de la perfection, Stéphane. Donc, eux, ils voulaient juste savoir qui j'étais, si j'étais pas un espion, qu'est-ce que je foutais là, où est-ce que j'allais, en combien de temps, quel était mon parcours. Et moi, je voulais juste partir. Donc, ils m'ont donné des bonbons et du thé. Ils voulaient que je mange plein de bonbons. Je sais pas, il y avait 100 bonbons dans le sac. Et c'est ça, tu vois, ce truc de... Ça va bien se passer. Ça va aller. Donc, j'ai eu une montée d'adrénaline, parce que ça, je l'ai eu 4-5 fois, notamment le dernier dîner où là, ils voulaient carrément que je rentre dans leur armée de Moudjahidine. Parce que pour eux, ils avaient une vision en moi. Il fallait que j'enlève mes tatouages, que je quitte ma copine et que je m'installe là-bas et que je devienne un chef, quoi. Ils m'ont dit, le grand chef de la région, là, il m'a dit, toi, t'as une âme de chef. Il avait un anglais parfait et tout ça. Il avait étudié à Londres. Ça n'avait rien à voir avec l'image que j'en avais de gars qui étaient là avec leurs armes comme des teubés. C'était pas du tout ça, hein. Hyper érudit, le gars. Il était vraiment carré dans l'axe, quoi. Il savait ce qu'il faisait. Et il essayait de me faire rentrer, quoi. Pourquoi t'es pas musulman? Pourquoi... Tu vois, ce truc. Et ce qui m'a permis de décrocher, c'est... Je me disais, mais tu t'en es toujours sorti. Ça va aller, je pense, hein. Voilà. Mais pourquoi il te tuerait, tu vois, parce que je suis positif, tu sais, t'imagines, j'ai des idées noires et tout. Donc voilà, je sais pas, j'ai un truc de décrochement et puis j'ai un truc de candeur aussi, de me dire ouais, il va rien m'arriver, ça va aller, je pense. Ouais. J'ai ce truc-là, je sais pas j'en ai rien à foutre, en fait. Voilà. Je sais pas, en fait, ouais. Mais j'avais ça au Népal aussi, quand on m'a dit Vipassana, c'est impossible, méditer pendant 10 jours, fermer sa bouche, bah, tu vois comment je suis... Tu vois, je suis pipelette... fermer sa bouche pendant 10 jours, c'est quand même quelque chose, quoi. Parce que Vipassana, du coup, c'est des retraites spirituelles silencieuses, c'est ça? Silencieuses, ouais, c'est 10 jours de silence, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de séduire. Séduire, c'est même un regard, te faire un sourire comme je le fais là. Pas le droit de marcher vite, de courir, de faire du yoga, d'écrire, de parler, de s'exprimer même avec les yeux, d'avoir caché de la bouffe, de mentir, même... t'es blessé, t'as pas le droit de montrer. Ah oui, une fois, je m'étais coupé avec un rasoir et il m'avait sorti de la salle de meditation hall, tu vois, parce que j'avais une toute petite coupure et ça pouvait faire tomber les autres dans les pommes. Et puis, regarder les femmes, tu vois. Elles sont dans un meditation hall qui est séparé. Et voilà, quoi, t'es dans un truc t'es sur toi, quoi. Et du coup, pendant 10 jours, à part dormir et manger, tu fais... Méditer. Ok. Ouais. Et la méditation, c'est quoi? C'est vous êtes assis tous dans un hall pendant... C'est marrant. C'est qui m'avait dit ça, le dernier? Je crois que c'est Akhenaton. C'est Chill, je crois, qui m'avait dit ça. Genre, tu t'assois, quoi. Non, mais je pose des questions un peu bêtes là, aussi je pour sais, voir... je vois que tu veux m'amener là. Mais ouais, la Vipassana, c'est guidé au début. Donc, tu as un gars qui te parle, tu as un maître, il y a un maître spirituel, Goenka, qui te guide et qui t'amène pendant 10 jours là où il veut t'amener. C'est-à-dire, il dit que je pense qu'il faut faire 100 Vipassana, mais il faut faire 1000 heures de méditation pour arriver au Nirvana. Bon, là, 10 jours, je me suis dit que j'ai déjà fait un bon training camp, tu vois. Donc, je l'ai fait 2 fois. J'ai fait 2 fois 10 jours, 2 fois 10 jours et demi même. Mais on te guide, on te dit, bah, concentre-toi sur ta respiration, reconcentre-toi sur ton triangle nasal dont tu te concentres et tu dois sentir l'air un peu en dessous de tes narines et voilà, sentir les allers-retours. Alors, quelles sont tes sensations? Et première fois, il me convoque, le maître, enfin le
le traducteur du maître et je lui disais I have no sensation. No sensation. You have sometimes pain? Yes. Pain is not a sensation. Et je disais, donc la douleur n'est pas une sensation. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais intégré la douleur comme une non-sensation, que ça faisait partie de ma vie. Je sortais d'une carrière d'athlète et je l'ai regardé comme ça, j'ai pleuré. Enfin, j'avais les larmes qui coulaient parce que c'était pas du pleur réel. Et je dis, putain, j'ai appris un truc. En fait, j'ai compris que la douleur faisait partie de ma vie et c'était normal d'avoir mal, tu vois. Et je le comprends quand je rencontre des gens qui font pas de sport forcément beaucoup, enfin pas comme j'en fais, que la douleur, ils ont pas du tout les mêmes seuils de douleur, parce que moi, c'est n'importe quoi. Mais je déteste avoir mal, mais ça faisait pas partie des trucs, quoi. Pourtant, j'avais mal partout. J'étais détruit, mais pour moi, ça faisait pas partie du truc. Et en fait, tous les jours, il me parlait de cette douleur. Il me disait, douleur, plus de douleur, moins de douleur. Vous avez vu d'autres sensations. Et au fur et à mesure des journées, en fait, j'ai appris vachement. Tu te concentres sur toi. Après, tu te concentres, tu fais des scans, body scan. Là, c'est très à la mode en méditation, mais ça te permet de scanner un peu ton corps, tes organes. Et surtout, tu te rends compte que, bah là, comme là, je suis en train de m'affaisser, tu vois, avec toi. Et je me rends compte à ce moment-là que bah, je contrôle pas bien mon corps parce que je me laisse aller, en fait. Mais comme dans la vie, je me laisse, tu vois, basculer sur... voilà, je m'écrase. Et là, je me suis relevé, tu vois, je me suis remis debout, je me suis remis un peu sur pied. Et ça m'a permis ça. Ça m'a permis de me rendre compte que bah, je prenais pas forcément super soin de moi et que j'étais un mec qui avait mal. Voilà. Du coup, c'était juste 10 jours de souffrance. Ouais, là, à ce moment-là, part. c'était 10 jours de souffrance, mais je pense que ça faisait 30 piges que j'avais mal. Que j'avais super mal, même. J'avais vraiment mal. Je pleurais tous les jours, hein, franchement. J'ai eu ma carrière vélo. Franchement, hein, j'ai des souvenirs. J'en parle souvent avec mon meilleur ami et avec Johan aussi, au Fredo. Je regardais par la fenêtre à 8h du mat. S'il pleuvait à cette période-là, novembre, décembre, janvier, tu dois faire 6 heures de vélo. Je pleurais. Tu sais que tu vas avoir mal, mais il faut y aller, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est dur. Quand c'est ton job, t'as mal tous les jours. Mais vraiment mal, tu vois, parce que t'as les jambes défoncées et tout ça. Mais quand tu viens pas du sport, ça veut rien dire ce que je dis. Mais quand c'est ton travail, je te jure que, voilà, quoi. Puis tu te dis, je suis pas fait pour ça, quoi. Et sur le Vipassana, du coup, ça se passe comment pour ceux qui nous écoutent ou même moi par curiosité, tu vois, si t'as envie de le faire, enfin... Est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce qu'il faut obligatoirement aller au Népal ou en Asie pour le faire ou on peut en faire à Paris? Est-ce que c'est pareil aussi? Je ne sais pas s'il y a un centre à Paris. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a des mini-camps de 3 jours à Paris, enfin région parisienne, Fontainebleau, machin, ouais, pour les foules parisiens qui habitent à Montmartre. Et on dit, oh, c'est la province Fontainebleau. Mais je crois qu'il y a des mini-camp de 3 jours, qui c'est déjà extraordinaire. C'est comme ça que j'ai commencé, tu vois, en enchaînant des 1 heure tous les jours pendant un hiver. Mais je crois qu'il y a 2 ou 3 centres en France. Il y en a un dans le Lot, je crois. Il y en a un dans le sud, vers Nice. Et il y en a un autre, je sais pas où. Et tu t'inscris. Je crois qu'en France, c'est payant, mais je suis pas complètement sûr. Mais normalement, Vipassana est totalement gratuit, totalement bénévole, juste c'est de la donation. Du coup, tu donnes ce que tu veux. En fait, c'est une ouverture. Bon, clairement, il y a une tendance profonde bouddhiste. Hein. Mais il ne parle pas de religion, il parle de spiritualité, donc d'esprit. Et si tu es pauvre, très pauvre, tu peux le faire. C'est ça l'ouverture. C'est ça que j'ai aimé dans Vipassana. C'est que j'avais des grands-mères de 80, il y en avait une 92 ans, qui était au même endroit que moi, et des mômes de 18 ans, parce qu'ils avaient le droit à partir de 16, je crois. Il y avait des mômes de 18 ans, ils faisaient Vipassana, parce qu'en fait, tu dois faire ça quand tu es bouddhiste et certains hindouistes à l'entrée à l'âge adulte et à la fin de la vie. C'est pour soigner des maux. Et il y en a qui le font 10 fois. Il y avait une fille, c'était sa 6e fois. Moi, la 2e fois, c'était donc la 2e fois. Et j'étais déjà devenu un master, quoi. Et en fait, quand tu es un peu master ou c'est la 2e fois, t'as le repas du soir, tu le manges pas. Du coup, tout est végétarien, évidemment, mais c'est très léger, l'alimentation. Tu as un jus de citron à jeun le matin, plus un autre truc, je crois. Non, c'est le matin, ouais. Je crois que c'est le matin qu'on avait un truc pour se purifier. On n'avait pas trop de petit-déj. Et moi, c'était super dur. Je regardais les gens qui mangeaient normalement, tu vois. J'avais envie de leur demander leur bouffe, quoi, tu vois, mais
T'es devenu un champion, quoi. Donc, allez, respecte-toi, champion. Et c'était super dur, franchement. Tous les matins, je pleurais. Parce que tu as une première méditation qui est à 4h30 du matin. Deuxième, elle doit être à 6h30. Du coup, tu as 4h30 jusqu'à 6h. Tu as un petit déj. Ah non, et après, tu as 1h et ça reprend à 7. Et il y avait plein de gens qui rataient la première. Donc, ils allaient les chercher et tout, l'espèce de police, machin. Mais tu peux le faire partout dans le monde. Hein. Il y a quelqu'un, je me rappelle, qui l'avait fait dans le bush en Australie, mais je dis jamais de la life. Parce que moi, il y avait des animaux, tu entendais des bruits d'animaux, et il y avait des singes, tu vois. C'est un peu dans la jungle. Mais moi, je l'ai fait à Katmandou parce que je me suis dit, si tu fais le Tour de France, c'est Tour de France, c'est en France, quoi. Pour moi, la méditation, c'est au Népal. J'ai du mal à le faire dans le Lot, tu vois. Je me dis, mais à tout moment, je peux bâcher, je prends un train, tu vois, je suis à la maison, quoi. Alors que là, tu te dis, tu viens de te taper 10 heures de bus en montagne, t'es un peu déjà dans la merde pour rentrer. Si tu bâches, c'est un peu galère, tu vois. Donc, allez, on va au bout du truc. Voilà. Et je me dis, j'ai pas fait tous ces jours pour rien, pour abandonner. Si c'est dans le Lot ou à Nice... la maison est trop proche. Ok, Jean-Pierre, je vais abandonner, je crois. Et quand tu dis que tu avais des larmes tous les matins sur cette deuxième, c'est quoi? C'était des larmes par rapport à la douleur, vu que tu avais découvert que c'était une sensation, ou par rapport à la difficulté, à l'alimentation? Mais tout, mec, tout. C'était trop dur. C'était tellement dur. En fait, c'est tellement dur d'avoir un miroir de toi-même en permanence et de te rendre compte que t'es pas du tout équilibré, en fait. Et t'as tellement de défauts. Tu crois que t'es fort, mais t'es pas fort. Tu crois que t'es intelligent, t'es pas du tout intelligent. Et en même temps, t'es super intelligent, t'es super fort, t'es tout, en fait. Et en fait, ce truc de cette dualité, et c'est pas que de la dualité, c'est cette recherche de sérénité. Elle te fait comprendre que rien n'est grave. T'es plein de choses pourries et plein de choses super en même temps. Mais ça arrive en même temps dans la même semaine. T'es dans un shaker. C'est un peu la machine à salade pour essorer la salade, tu vois. Mais elle continue de tourner, elle s'arrête jamais. Et à un moment, tu craques parce que t'es fatigué. Tu te lèves à 4h30 du mat. Je faisais une douche froide, je me rappelle. J'avais un gars dans ma chambre. Et le gars, après, il m'a dit, c'était un médecin australien. Il avait pris 1 an d'année sabbatique parce qu'ils ont le droit en Australie à 1 an comme ça, tous les je sais pas combien, 10 ou 15 ans. Et il m'a dit, tu es un soldat, mec. Et il me dit, t'étais un soldat. 3h40, je t'ai levé, douche froide, je partais. J'ai pas le droit de lui parler, hein, donc je me casse, je vais dans le meditation hall, j'arrivais avant tout le monde, je me posais, je commençais la méditation 20 minutes avant le début du truc. Hop, t'as la cloche qui sonne, et c'est parti, quoi. Et tous les jours, j'étais en mode, camp, quoi. J'étais en mode camp d'entraînement, training camp. T'as appris à faire du vélo, t'as appris à faire des trucs, t'as appris à faire de l'Ironman, de machin, de l'alpinisme. Là, c'est un camp de méditation. Donc, t'as intérêt d'être bon gars. Mais je me suis rendu compte que ça allait plus loin que simplement être assis. Parce que les premières méditations, je suis pas du matin. Et là, j'étais vraiment pas du matin. Donc, je pleurais pendant 1h30. La première méditation du matin, je pleurais 1h30 parce que t'as tous les trucs de la nuit qui arrivent, tes sensations, et j'arrivais pas à méditer. Et là, du coup, pour le coup, tu médites pas. Tu es en train de subir toutes tes pensées, t'arrives pas à les faire se barrer, quoi. Elles sont là, elles tournent dans ta tête. C'est ça, machine essorer la salade. Putain. Et là, tu vois tout, tu te vois enfant, tu te vois jouer avec ton frère, lui mettre une claque et machin, des trucs qui étaient tellement loin que t'as vraiment caché, des faiblesses, des courses que t'as perdues, des copines à qui t'as fait du mal ou des gens qui t'ont fait du mal, des copines que t'as jamais pu avoir ou des amis avec qui t'avais envie d'être et qui te détestaient profondément, et tout de la vie, des injustices de tes parents, des mauvaises notes, des profs qui ont été méchants avec toi, qui t'ont humilié, des tout, en fait, des gens qui t'ont dit t'es trop gros, t'es trop mec, t'es trop con, t'es trop breton, tu viens du 9-3, t'es une racaille, t'as tout. Mais comme je te le dis là, mais fois 1000 toute la journée. Toute la journée. Donc le matin, j'avais cette machine, et après, petit-déj. Et donc là, t'en as 15 comme moi, hein, parce que je sais pas, au début, je sais pas, on doit être une centaine. Et là, c'est le maillon faible, quoi. Parce que là, c'est pas qui veut gagner des millions, hein, c'est t'as que à perdre, en fait, t'as que à partir. Juste, t'es pas bon, tu fais que pleurer, soit t'es fort et tu tiens, ou soit tu te casses, quoi. Et moi, je me suis dit, mais j'ai signé, c'est pour faire, quoi. Donc, je suis allé au bout.
Mais c'est dur. Et comment tu l'arrêtes justement, cette essoreuse salade Est-ce qu'à un moment, tu as un S'arrêter tout déclic ou seul. tu as un... S'arrêter tout seul. En fait, je me suis rendu compte dans la vie, alors je suis beaucoup critiqué pour ça, parce que dans tous mes films, je pleure. Je pense que c'est un des films où je pleure le moins. Pour toi, maman, alors que je parle de ma maman, sauf à un moment où je pleure, mais je rigole en même temps. Je suis dans un truc de... Ouais, elle m'a dit profite des paysages, c'est vrai. Alors que je suis pas du tout en train de profiter des paysages, je suis juste en train de subir physiquement, mentalement la course et me dire faut que je gagne. et, et quand elle me dit profite des paysages, je profitais pas du tout des paysages. Mais c'est tellement vrai ce qu'elle disait à ce moment-là. Je me disais, mais elle a tellement raison. Et les gens étaient morts de rire, t'as vu, dans la salle. Parce que à ce moment-là, c'est un peu ce que je me disais dans Vipassana. Pas profite des paysages, parce que t'en as pas, mais profite de ce moment. Profite de ce moment. Apprends quelque chose. Et je me rappelle, je m'allongeais sur mon lit juste après le petit-déj, et après ça repartait en méditation, mais genre c'était une session de 3 heures. Et là je savais que c'était fixed meditation, donc tu dois rester fixe, tu ne dois pas bouger, même pas un clignement d'œil ou un sourcil qui fait achat, ou ça te gratte le nez, tu n'as pas le droit de le toucher. Mec, c'est chaud. Quand t'es dans un pays asiatique où t'as des mouches, des serpents, il y a eu 2 serpents qui sont rentrés dans le meditation hall et au moins une vingtaine de monkeys, tu vois, putain, des petits singes là. T'entends des bruits ou des gens qui pleurent, tu sais, qui pleurent, mais qui pleurent pas, tu sais, qui font comme ça, ah, et qui partent, tu vois, en crise. Et c'est un asile, quoi, tu vois. Et là, tu bouges pas, quoi. Tu vois. C'est toi. En fait, c'est toi et toi-même. C'est ton acceptation. Et là, t'es pas dans le RERB en train de jouer je sais pas à quoi ils jouent, au Tetris, ou maintenant c'est plus moderne, Ouais. au jeu de football. Tu ne peux pas fuir. Du coup, bats-toi, quoi. Bats-toi pour ton rêve de t'améliorer. Et ça, j'étais fort. Tu vois, ce truc de méditation fixe, parce que je me mettais en mode, c'est un contre-la-montre, quoi, tu vois. Je me disais, accepte. Y a pas de problème, Steven. T'es fort. T'es vraiment fort. Et des fois, j'ouvrais les yeux et le gars devant moi, il avait disparu, tu vois. Il avait abandonné, ou tu vois, c'est dur. Et en même temps, ça te donne de la force, c'est con, hein. Mais tu te dis... Putain, je suis plus fort. En fait, je suis vraiment fort. Ça me fait beaucoup penser à l'épisode que j'ai fait avec Johan Kulianez, qui est un ancien joueur de foot professionnel et qui est devenu tétraplégique. Et il me racontait que quand il était sur son lit d'hôpital, justement, en fait, t'as rien à faire. Et en plus, tu peux pas bouger parce que t'es bloqué. Et tu vois juste les néons au plafond avec les moustiques. Et que, en fait, en 5 minutes, quand t'as déjà appelé 60 fois les infirmières pour qu'ils viennent te gratter le menton parce que les moustiques, au bout d'un moment, t'es obligé d'accepter de passer à autre chose. Ouais. Et ça me fait penser à ce que tu dis là, dans le sens où, à un moment, il faut réussir à avoir ce déclic. Là où, dans son cas, lui, c'était encore plus complexe parce qu'il n'y a même pas de la maison est à côté, c'est que je ne peux pas bouger. Ok, il faut juste laisser couler les choses, quoi. Ouais, ça vaut pour tout. C'est pour ça que je suis fort en ultra, je pense. Parce que c'est des temps longs. Et pour un être humain occidental, l'acceptation de l'ennui, c'est dur. On nous a jamais appris à nous ennuyer. T'as pas de cours d'ennui à l'école. Ouais. Tu vois. T'as des cours de tout. On nous remplit nos journées. Pour moi, c'est n'importe quoi, hein, clairement, l'éducation française. Bon, c'est pas le sujet du podcast, mais tu commences à 8h30, tu finis à 18h30. L'autre fois, je sais plus où j'étais. Et je passe et je vois des enfants sortir. Mais genre, il était 19h, quoi. Et je dis, putain, ouais, c'est vrai, quand j'étais à l'école, je rentrais chez moi, il était 19h, quoi. Et t'enchaînes le lendemain. Et t'as des devoirs. C'est monstrueux. Et tu vois, si tu remplis tout, en fait. Et apprendre à rien foutre, à t'ennuyer. Parce que, en fait, c'est dans l'ennui, ou en tous les cas dans la solitude et dans le rien, que j'ai été le plus créatif dans ma vie. Tu vois ? Parce que surfaire des trucs, c'est pour ça que j'ai du mal aujourd'hui à être avec des gens qui veulent tout le temps se fuir, tout le temps fuir leur vie et tout. C'est difficile, parce que c'est 99% des Occidentaux, moi, à un moment de leur vie, hein. Et j'ai rencontré des mecs comme Mathieu Ricard qui m'ont appris, ou d'autres moines, hein, parce qu'il n'y avait pas que Mathieu. J'ai rencontré des monks, des centaines de monks. Et eux, c'est juste intégré. Du coup, c'est toi qui es bizarre. Tu sais, il te dit, mais pourquoi ?
aller si vite? Pourquoi vouloir remplir cette journée? On est bien là? Ok. Et j'ai ça avec les Berbères au Maroc aussi. Là, on est très bien là. Tu sais, regarde. Le mec, il a 20 chèvres. Toi, tu viens de courir 20 bornes et tu demandes juste rentrer plus vite chez toi. Et tu sais, je me suis dit l'année dernière, pourquoi tu veux rentrer vite chez toi? T'as rien à faire, il n'y a personne qui t'attend. Reste avec lui, quoi. Donc, on regardait comme ça. Et toutes les 10 minutes, il me regardait, il faisait comme ça. C'est beau, hein? Je la regardais, je dis, c'est vrai, c'est beau, tu vois. Et ça, à Paris, je le fais moins. Bah si, à Nice, je peux, parce qu'il y a des personnes âgées sur les bancs qui regardent la mer. Donc, je le fais avec Daria. Mais ce truc de... Waouh, c'est beau, tu vois. Ce truc de se poser, c'est un peu unique dans nos sociétés, quand même. Ouais, il y a ce truc de... Même moi, je me fais la réflexion des fois de... T'es pressé de rentrer chez toi. Mais en fait, t'as rien à faire de plus chez toi. Pourquoi vouloir rentrer plus vite? À la rigueur, s'il pleut, ok, mais... Ouais, mais même la pluie, tu vois, quand tu prends le truc, même la pluie, tout est une aventure. Tu vois, Paris sous la pluie, je me rappelle, bon, Daria n'est pas comme ça, mais il y a beaucoup de peuples, soit perses, soit arabiques, que j'ai rencontrés, notamment dans les pays en stan, là, ou au Maroc. Quand il pleut, c'est mortel. Ils sont trop contents. Nous, c'est horrible. Tu sais, c'est genre, oh, je regarde la météo, c'est dégueulasse, tu vois. C'est la première chose que les gens regardent. Je viens d'une famille d'agriculteurs bretons. La première chose que regarde un agriculteur, c'est s'il pleut, tu vois. Et un cycliste pro, encore pire, ou un cycliste élite qui fait 6 heures tous les jours. Mais c'est pas grave, tu vois, s'il pleut. S'il fait froid, c'est une expérience avec ton corps, avec ton esprit, et voilà. Mais ça dépend comment tu prends ton curseur, comment tu mets ton cerveau en place. Mais ouais, j'ai les meilleurs moments que j'ai eu à Paris d'apaisement, c'est des moments où je marchais dans Paris, à longer la Seine, tu vois, et à mettre des fois 2 heures pour rentrer chez moi. Mais en fait, le meilleur de la journée, c'était le trajet, quoi, tu vois. Alors que le reste du temps, quand je prenais mon vélo, bah, comme le reste du temps avec un vélo, j'essaie d'aller à fond pour rentrer chez moi vite. Ouais. Puis voilà, quoi. Le trajet sans musique, ça c'est un truc que je fais beaucoup et que je pousse beaucoup de gens à faire, les sorties running ou vélo ou des séances de sport des fois sans musique, genre juste déconnecté. Ah, moi j'ai pas ça. En fait, moi, en ultra par exemple ou en aventure, quand je mets de la musique, c'est du dopage. Pour moi, c'est de l'EPO. Ah ouais, bah ouais, c'est un dopage mental qui est ultra fort. C'est une stimulation du cerveau. Là, dans les Balkans, là, je pense que j'ai jamais mis de musique, sauf la dernière nuit, et puis surtout, t'entends les bruits. Ouais. Quand t'as un teubé qui arrive complètement alcoolisé dans le fin fond du Monténégro, de la Serbie, à 90 à l'heure avec une moto de 1970, faut faire gaffe. Ou les animaux, les ours, les grizzlies, tu vois, craquement de branches et tout, je fais quand même attention à ça. Ouais. Mais ouais, la musique, j'utilise vraiment en cas de... En montagne, tu vois, à 8000 par exemple, il n'y a personne, sauf vraiment les touristos qui ont 5 Sherpas. Mais sinon, il n'y a personne qui a un truc sur les oreilles. Hein. Ça, c'est une réflexion que je me suis fait il y a quelques mois où, en fait, la musique n'est plus devenue un art dans le sens où, en fait, c'est un bruit de fond constant qu'on a besoin, que certains ont besoin pour meubler, justement, une sorte de feat pour faire la boucle avec ce que tu disais avant, quoi. Et... très dur la vie des gens. Quand je prends le RER, là, tu vois, là, je suis venu... Ouais. Très dur. J'ai envie de parler aux gens. J'ai envie de leur faire des câlins, tu vois. Quand je vais, tu vois, parce que j'ai jamais eu cette vie-là. J'ai eu une vie de bureau 2 ans dans ma vie. C'est trop dur. Je te jure, c'est trop dur quand tu vois les gens. Des fois, je me lève à 5 du mat, tu vois, quand j'ai un train ou un avion ou un truc, et je vois les gens qui vont travailler à l'aéroport Charles de Gaulle ou qui prennent le RERB, parce que ma mère a vécu, quand elle était à Paris, tout le temps à la Courneuve, dans le 9-3. C'est dur, putain, c'est dur. Tous les gens, ils font ça tous les jours de leur vie. Ils se réveillent et c'est toujours les mêmes gens qui vont au travail à Paris, rendre service ou qui font les nuits. Je me rappelle quand je sortais un peu en boîte et tout. Putain, les gens, ils allaient bosser. Et je me disais, t'es vraiment une merde, quoi. Tu sais, tu rentres de boîte, les gens, ils ont fait le ménage toute la nuit dans les bureaux parisiens. Et toi, tu rentres, t'es défoncé. Je disais, mais t'es zéro, quoi, Steven, tu vois. Parce que c'est impressionnant.
Tu vois, c'est impressionnant je veux nourrir ma famille et ils vont au charbon tous les jours. Donc moi, je leur donnerai jamais de leçons. Oui, quand tu gagnes un petit peu ta vie, t'es un peu tranquille, tu sais que tu vas pouvoir payer ton loyer, tu peux te nourrir, respirer. Oui, tu peux t'autoriser à des moments sans musique, voilà, tu vois. Et ce qui me rend fou, c'est oui, quand je suis sur des parcours au Népal avec des gens que tu ne reverras jamais, bah, je trouve ça complètement con d'aller dans un paysage absolument incroyable ou quand j'ai eu en Amérique du Sud ou partout. Bah, et mettre de la musique dans les oreilles, c'est incroyable les bruits de la jungle, c'est incroyable les bruits de la montagne, c'est incroyable la vie, tu vois. Juste la vie de village à 4000, 5000, 6000. C'est comme ça, chacun son échappatoire. Moi, j'aime bien écouter les sons, quoi. Ouais. Très, très belle philosophie. Ouais, j'essaie. Bon, après, écouter des pots d'échappement de 3 tonnes 5, c'est pas la même chose, mais non, c'est beau. On est sur une planète qui est super riche et notamment dans un pays incroyable, la France, t'imagines? Le nombre de massifs montagneux, le nombre de trucs différents. Il y a des espèces de déserts, il y a la Bretagne où t'as la mer partout, le Pays Basque, t'as des trucs partout, t'as des villes magnifiques, des Bordeaux, Lyon, Paris, Lille. Ah, c'est ouf, quoi, tu vois. Tu fais 200 bornes, tu fais 100 bornes de Lyon, t'es à Annecy, il y a un lac de ouf. Après, hop, tu bascules, t'es en Suisse direct. C'est fou, quoi. Tu vois, t'imagines? T'es iranien, faut faire 4000 bornes. Ou t'es en Arabie Saoudite. Ouais, je vais aller un petit peu dans le désert. Je prends la bagnole. Ok, bon, j'en ai pour 12 heures. J'ai eu ça aux US avec des mecs. Ouais. Je lui disais, mais comment tu vas faire pour rentrer et tout? Avec la voiture. Et t'habites à combien de kilomètres? 3500, ok, pas de problème. Le gars, il habitait à 3500 bornes. Chris Burkhardt, c'est un photographe très célèbre qui a 2 millions d'abonnés. Ok. 3500 bornes, il a fait pour rentrer chez. Je dis, ok, pas de problème. Oui, mais je vais dormir, c'est mon assistant qui conduit. Ouais, mais c'est 3500 bornes, mec. C'est fou quand même. Ouais. Non, c'est vrai que la France, Paris, c'est sûr que c'est concentré et c'est peut-être pas le plus agréable, mais en fait, on a une variété sur un terrain aussi concentré qui est énorme pour faire du sport, découvrir la nature, faire plein de choses. Donc, c'est très cool de le souligner, de le partager à ceux qui nous écoutent, d'aller voir un peu ce qui se passe au-delà de nos villes et de nos banlieues. Au début de l'épisode, on parlait un peu de repousser ses limites, d'être meilleur un peu à chaque fois. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un projet, c'est pour être une meilleure version que ce qu'on était la veille, entre guillemets, histoire de se construire. Justement, pour prendre un peu le contre-pied sur tous les projets que tu as fait depuis le début, lequel t'as le plus déconstruit? Sur lequel, en regardant en arrière, t'en as appris le plus sur toi et en même temps... peut-être pas forcément dans le bon sens, mais dans le sens où ça t'a permis de faire les pas de recul dont tu avais besoin pour pouvoir mieux avancer après. En fait, je comprends pas ce mot déconstruit. Je sais qu'il est très à la mode, mais il faut déjà se construire avant de se déconstruire. Et les gens, ils sont en train de se déconstruire, ils savent même pas qui ils sont. Ah oui, je me suis déconstruit. Mais tu t'es déconstruit de quoi? Tu sais même pas qui t'es. T'as déjà vu la mort, mec? Tu sais même pas qui t'es. Arrête de dire je vais te déconstruire. Moi, je me suis, ce que tu veux, déconstruit ou reconstruit ou construit le plus quand je faisais le moins de choses. Au Népal, la première année, quand je fais de l'humanitaire et j'ai des mômes entre 2 ans et 15 ans qui attendaient tout de moi parce que j'étais professeur dans les bidonvilles de Katmandou. Et moi, j'attendais tout d'eux. Parce que c'est eux qui m'ont sauvé la vie, hein, clairement. Parce que je me suis dit, c'est ça en fait. C'est ça, tout donner aux gens et de te dire, ta vie a un sens, transmettre. J'étais un espèce de cancre à l'école. Et là, on me dit, premier jour, t'es prof, toutes les matières. J'ai dit toutes les matières. Donc, il faut savoir que j'ai eu 0,5 au baccalauréat en mathématiques. Ça fait partie du programme au Népal. En anglais, pas excessivement bon. Enfin bref, toutes les matières, quoi. Et tous les cours en anglais. Et je dis, je vais le faire, parce que j'ai pas le choix. J'ai 30 mômes en face de moi. Et ils ont les yeux grands ouverts et
J'étais Sir Steven Superman. Et c'est comme ça qu'ils m'appelaient tous les matins. Ils écrivaient mon nom sur le tableau et tout. Et pour eux, j'étais un truc un peu lunaire, quoi. J'étais là pour leur donner des leçons, leur apprendre des trucs. Et c'est là que j'ai le plus appris, je pense. Sur moi, sur la vie, sur eux, sur l'apaisement, sur que rien n'est grave et que tout est possible. Et juste après, je pars. Je fais 2 mois avec eux. Ensuite, je pars dans les montagnes. Je fais 2 fois des sommets à 6000 mètres. Là, je me mets un peu en danger pour voir si j'étais encore un peu vivant. Et là, je me rends compte que j'ai pas envie de mourir. Tu vois, j'ai envie de vivre. Donc, je reviens. Je rencontre plusieurs moines, dont un monsieur qui s'appelle Mathieu Ricard, Happiest Man of the World. Et je voulais devenir moine bouddhiste pour changer de vie, apprendre. Et lui, il fait partie des personnes qui m'en ont dissuadé parce qu'il m'explique que c'est être à l'école pendant 50 ans d'être moine. Enfin, voilà, quoi. Tu vas pas te faire la teuf tous les jours, quoi. Et voilà. Donc, je refais un Vipassana et je me rends compte que j'ai encore envie de faire du vélo, j'ai encore envie de faire de l'aventure et j'ai envie de découvrir le monde. Du coup, j'ai pris tout ça. Et l'année d'après, je fais un projet entre humanitaire, traverser l'Himalaya en vélo, et ce que j'avais appris aussi entre la vie de sportif de haut niveau et cette vie-là, c'est-à-dire la communication, un peu le marketing et l'image, quoi. Tourner des belles images, raconter des histoires, et j'ai fait un projet de traverser l'Himalaya qui était sur France Télé. Et ces 2 ans-là ont vraiment été les mois de ma vie les plus puissants, quoi. Parce que après, évidemment, il y a plein de douleurs, plein de conneries, plein de trucs, mais j'ai appris tellement de choses, quoi. Tellement de choses. Mais j'étais encore un petit con. Tu vois, j'étais un petit con, j'avais rien vécu. Tu vois, j'ai fait 10 ans de un assez bon niveau en vélo. Je savais pas ce que c'était vraiment la vie, quoi. Ouais. Et maintenant, je m'améliore. Si, il y a des gros blocs comme là, 130 jours. Mais on va dire que j'ai dégrossi le bordel pendant 30 ans. J'ai eu 2-3 ans où j'ai un peu travaillé. Et là, je sais pas si je suis un diamant ou un truc dégueulasse ou une table en bois, tu vois. Mais maintenant, on essaie un peu de l'améliorer et de l'arrondir ou de la rendre plus jolie pour qu'elle soit un peu belle pour les gens, quoi. Ou pour moi. Mais ouais, je suis sur les finitions maintenant. on va essayer là de 39 ans jusqu'à 100. On va essayer d'améliorer encore un peu tout ça, quoi. Et le vernissage, quoi. Ouais, je sais pas s'il faut mettre du vernis. J'aime bien quand c'est un peu brut toujours, mais on va essayer de continuer à s'améliorer. J'ai encore plein de trucs. En fait, j'ai plein d'idées et je veux pas avoir de frustration à me dire j'aurais pu faire ça. Et j'ai envie de faire un film abouti parce que ça, j'en suis pas encore exceptionnellement satisfait. C'est des beaux films, mais j'ai jamais montré vraiment. Tu vois, tout ce que je dis là, j'aimerais bien en faire un film et en faire un truc qui reste et un truc qui serve aux gens, qui se disent putain, ce qu'il dit là, j'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais ça me vient maintenant, tu vois, parce que c'est aussi des gens, hein. C'est aussi des livres, c'est aussi des rencontres, c'est aussi des moines, c'est aussi des humains, des gens très pauvres, des gens très riches aussi, qui m'ont fait comprendre que j'avais plein de trucs à apprendre dans la vie, donc et comprendre aussi des trucs. Donc c'est important de transmettre. Tu parlais de la suite et de la transmission avec un beau film. Justement, là, t'en es où un peu dans tes projets, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a quand même un peu de pause et de repos après ces 130 jours ou t'es déjà sur le prochain projet? Ah oui, j'ai déjà 3 projets dans la tête. Là, j'ai une course d'ultra endurance. Là, je vais faire Race Across Portugal pour me relancer un peu parce que si j'ai pas, comme je l'ai dit au départ, un objectif dans 3 mois, là, je vais prendre 20 kilos. Mais ouais, sinon, non, je vais essayer de faire le max de sommets pakistanais l'été prochain. Ok. Beaucoup de 8000. Si je peux faire 5 summits à 8000 l'été prochain, c'est monstrueux. Et non, le projet, c'est de faire les 14 plus hauts sommets du monde dans les 2-3 prochaines années. Donc, ça coûte très cher. Ça, c'est mon truc. Après, j'ai plein d'autres idées, plein de conneries. Mais là, j'ai 3 films en cours quand même.
J'aimerais bien monter. J'ai un projet que j'ai fait Mongolie que j'ai jamais monté. On a plein d'images avec Kyrian, un de mes movie makers. J'ai l'Atacama que j'ai jamais monté. Et voilà, le 666 Project des 6 déserts les plus durs du monde, là, c'est en cours. Hein, donc, après, on verra. Hein. Il y a l'Antarctique à traverser, il y a 2-3 trucs. Mais ça, j'aimerais bien le vendre. Tu vois. J'aimerais bien le vendre à la télé, j'aimerais bien le vendre ou à voir. Puis après, il y a ce podcast que je vais lancer. J'ai envie de parler avec des gens. Tu vois, j'adore parler avec toi. Hier, avant-hier, j'ai invité un copain qui a été 50 jours en prison, Sofiane Seili, qui a été pas mal médiatisé suite à ça. Et j'ai besoin, tu vois, quand je reviens en Occident, pour moi l'Occident c'est Paris. Mais non, mais quand je reviens à Civilisation, j'ai besoin de voir des vrais gens, tu vois, de me redonner de l'espoir parce que c'est sûr, quand tu fais Charles de Gaulle chez toi et tu ne rencontres pas de gens, tu vois que des gens en colère, quoi. donc ouais, j'ai envie de transmettre encore plus, laisser une trace évidemment, mais de m'améliorer, de continuer à construire. J'ai ce projet Gravelman où j'organise des épreuves, micro-épreuves d'ultra-endurance là. Faire grandir ce projet, peut-être le revendre à moitié ou en tous les cas en faire un truc et puis tout le reste. Mais au fond du fond, quand je suis revenu, et j'ai dit ça tout le projet à Daria et je dis ça devant elle, mais là, mon plus gros projet, c'est de fonder une famille, ouais. Maintenant, c'est ça, ouais. Après, ça j'ai monté une boîte. Les retraites en solitaire. Ouais, non, elle viendra. On fera le tour du monde en van. On a déjà, je lui ai déjà dit, quand j'étais en Ouzbékistan. J'ai une idée un peu farfelue. Alors, j'ai vu un gros Kamaz, là. Enfin, j'ai vu des véhicules, des anciens véhicules des militaires russes. J'aimerais bien en ramener un et passer par l'Iran. Donc, elle est iranienne et revenir et traverser une partie du globe de ce que je viens de faire à l'envers et te montrer ce que tu n'as jamais vu et plein de trucs que j'ai pas vus et faire une aventure à deux, quoi. Un truc différent ou qui fait un peu moins mal aux jambes. Mais ouais, j'ai plein de petits trucs comme ça pour l'après. Mais avant ça, bon. Peut-être que je traverserai l'Atlantique en pédalo, parce que ça fait 10 ans que je l'annonce. Mais ouais, j'ai un peu ce truc-là. Ouais, j'ai un peu des trucs de navigateur. Mais tu vois, Vendée Globe, pour moi, c'est hors de portée. Des trucs solitaires sur un bateau, un truc qui fait même 30 mètres. Pour l'instant, je suis pas là, je vais pas mentir. Ouais, solo, course au large, non. Par contre, monter des 8000, les pieds un peu sur terre, même s'ils sont hauts par rapport au centre de la Terre, oui. Et quelques projets d'ultra vélo encore. Très cool. Ouais. Ça annonce pas mal de choses pour la suite. Pour faire une petite transition, parce que je te l'avais dit quand on avait échangé, le podcast s'appelle Criser justement pour aller à la rencontre de ceux qui ont transformé leur crise en opportunité, entre guillemets. Pour parler un peu de ce sujet avant de finir l'épisode, mais c'est une question que j'aime bien poser alors ceux qui passent sur le podcast, mais aussi en dehors. Mais est-ce qu'il y a des crises? Alors quand je dis crise, c'est au sens large, c'est un échec, une blessure, une rupture. Ça dépend des personnes, mais qui maintenant, avec du recul, t'es fier de les avoir traversées et si à choisir, tu les referais? Ouais, mon arrêt de carrière vélo, quoi. Je pense que c'est the truc de ma vie. Parce que c'était mon plus grand rêve, en fait. C'était mon plus grand rêve. Ils sont encore dans la chambre c'est ma nièce maintenant qui va dans cette chambre quand elle est chez ma mère, mais j'ai encore des posters. C'est ouf. C'est ouf. Hier, il y a un mec qui s'appelle Georgine Capi, qui est un équipier de Lance Armstrong. Et il y a un poster de lui dans la chambre. Et hier, il m'a ajouté sur Instagram, le man. Et en fait, je suis ce môme-là, tu vois. Et ça, c'était dur. Tu vois, ça a été une crise. Je me suis pas rendu compte tout de suite, mais je me suis explosé, tu vois. C'était horrible. C'était une dépression qui était immense. Alors, je l'ai comblée avec toutes les conneries que j'ai citées avant. Des drogues, de l'alcool, des filles, des soirées, des mensonges, des fuites, de la colère, des bagarres,
de l'ego à toujours être dur, du travail à mort, quoi. Travaillomane, hein. Non, je suis gravelman, mais là j'étais travaillomane, quoi. Et 1000 projets, bon, j'ai toujours un peu comme ça, comme beaucoup de gens. Mais j'étais fou, quoi. J'étais fou. Je suis toujours un peu, hein, mais j'étais fou, malade, hein, franchement. Quand je revois cette période, c'est ouf parce que dans ce studio, là, c'était un peu cette période-là. C'était un peu après, quand même. Mais j'étais malade, franchement. J'étais fou, colère, quoi. Colère. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui me voient et qui me disent « Ah, il y a un truc changé chez toi » pour ne pas dire « Wow, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta life, quoi ?» Parce que là, je fais un point, tu vois, le film que j'ai fait, qui a été diffusé hier au Grand Rex, qui est en tournée, il s'appelle Pour toi, maman, mais il n'y a que ça qui compte, la famille, les gens qui t'aiment et le reste. C'est pas grave, mais là, j'avais rien, j'avais un appel du vide, t'imagines, t'abandonnes ton plus grand rêve et t'es personne. Déjà que j'avais l'impression d'être personne, mais en même temps, avec une croyance profonde que j'étais unique, tu vois. C'est fou. J'ai toujours cru que j'étais unique. Et maintenant, plus les années avancent, je me dis, mais j'ai rien d'unique. En fait, je comprenais pas ce que me disaient les vieux en Bretagne dans les bars, les PMU quand j'étais petit, mais c'était ça. Pour qui tu te prends, toi? Tu vois, quand j'arrivais comme ça, 2 cafés, s'il vous plaît. Pour qui tu te prends, toi? Tu vois, c'était comme ça. Et c'est vrai que maintenant, je me dis, mais pour qui tu te prenais, quoi? Ouais. J'ai un ami qui m'avait dit ça un jour. Tu n'es qu'au balbutiement et tu t'en gargarises. Et c'était vrai. Mais c'était pas totalement les balbutiements, mais c'est vrai que j'étais un peu balbutiant et c'était un peu le début d'un truc. Mais je m'en gargarisais pour me rassurer. Comme plein de gens qui mentent, tu vois. Comme plein de gens qui essaient de montrer au monde, qui font des trucs de ouf, tu vois, des trucs de fou. Je m'en fous. Aujourd'hui, je m'en fous. Mais ça me fait rire parce que je supporte pas les menteurs, les tricheurs, les voleurs. Mais j'ai accepté que j'étais faible, fébrile et voilà, quoi. Mais c'était pour combler cette hypersensibilité et puis mon truc peut-être je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait pour ce monde. Je suis pas fait pour ces gens. Et on m'a souvent dit ça, mais c'est tellement beau. Ils ne te méritent pas. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça dans ma vie. C'est fou, hein, mais des gens totalement différents les uns des autres. Ils ne te méritent pas. Et je savais pas ce que ça voulait dire. Alors que tu sais, je me voyais tout petit, mais c'est vrai que c'est beau de se dire ça dans la vie. Ils ne te méritent pas. Et c'est vrai que dans le vélo, j'avais pas ce truc de ils ne te méritent pas, parce que c'est pas vrai. Mais j'étais pas fait pour ça. J'étais pas fait pour ça. Et c'était une intensité rare de tristesse, ouais. Et cette tristesse, du coup, c'est à la suite de ça que tu as repris les études, que tu es parti au Népal, ce qu'on disait avant, mais comment est-ce que tu as réussi à transformer cette tristesse ou à avoir le déclic justement de changer? J'ai tout brûlé, mec. J'ai tout brûlé. J'ai brûlé la vie, tout ce que je t'ai raconté. J'ai brûlé la vie. Je me suis tellement brûlé les doigts. J'ai pris tous les trucs. Tu m'aurais donné une bouteille d'essence, je l'aurais bu. Vraiment. Et je t'aurais dit, bois, mec. Bois avec moi. Ah oui, j'étais fou. Et je suis toujours fou. Je suis toujours fou. Ma copine le sait. Et les gens voient quand je pars. Ça brûle. Quand t'es proche de moi, ça brûle. Alors, soit tu aimes, soit tu détestes. Il y a des gens qui détestent. Il y a des gens qui me calment, qui me cadrent. Mais je brûle. Je suis une flamme. Et si tu mets un peu d'essence, ça part direct. Mais j'ai toujours ce fond-là. Mais ce qui m'a permis, c'est d'aller au bout de tous ces trucs-là. Je devrais pas te dire ça, mais c'est de me dégoûter de l'alcool, de la drogue, des excès, des filles, de tout, de me dire, mais ça n'a aucun sens, en fait. Parce que j'étais rempli de rien. Je n'étais pas rempli d'amour, tu vois. Tous ces films, tous ces trucs, c'est pour qu'on me donne de l'amour. Qu'on me dise je t'aime, qu'on me dise... Mais comme maintenant, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime vraiment pour ce que je suis. Il y a ma maman qui m'envoie des trucs gentils un peu tous les mois, même si elle vient pas au Grand Rex. Et que je sais que j'ai des gens qui m'aiment autour de moi et que la vie, elle est un peu OK pour moi, tu vois. Je suis pas en bagarre tous les jours, contre moi-même ou contre les autres. Je
je me suis soigné comme ça, en allant au bout des trucs et en faisant des choses, en me rassurant de plein de choses. Mais il a fallu en faire. Et ça reste quand même une blessure, ce genre de... Parce que c'est quelque chose que tu répètes beaucoup et que tu disais aussi hier soir au Grand Rex, un peu sur le ton de l'ironie, mais au fond, le fait que ta mère vienne pas au Grand Rex et qu'elle viendra probablement jamais, comme tu le dis. Ok, pause. Si t'es encore là, c'est que t'as apprécié cet épisode, alors abonne-toi. Parce que c'est pour cette raison que Crisis existe. Partager des histoires comme celle-ci. Plus on est nombreux, plus je peux vous ramener des invités exceptionnels comme aujourd'hui et vous proposer ce contenu gratuitement. On reprend. Bah, je suis un balafré, moi. Ouais, mes parents... Ouais, j'ironise sur le truc du Grand Rex, parce que oui, quand je dis sur scène, parce qu'elle me l'a vraiment écrit, et quand je l'ai relu hier, et elle a dit bonne soirée à tous, c'est comme si je devais le dire au micro sur scène, bonne soirée à tout le monde, hein. C'est juste, bon, j'ai dû m'absenter, parce qu'en fait, elle avait un concours de bridge, je sais pas, mardi ou mercredi, là. Et ouais, ça m'embête de faire l'aller-retour, ça m'angoisse. Mais je dis, je te le paye le train, tu fais l'aller-retour, ça te prend 6 heures, je te paye l'hôtel, t'es à Paris, même à la gare, à Montparnasse. Oh non. Voilà. Donc, en fait, je me dis juste, elle a pas envie de ça. Ou bien elle nous a trop donné, elle a peut-être pas envie, elle a juste envie. Et Daria m'a dit ça il y a 2 ou 3 jours. Mais c'est bien si elle est contente, elle a envie de vivre sa vie. Et c'est vrai. Donc, je la laisse vivre sa vie. Tu vois, j'ai ce truc-là. En fait, je sais ce qu'elle m'a donné, ma mère. Je sais ce qu'elle m'a donné. Je l'ai vue tous les dimanches. Je l'ai vue sur le bord de la route à pleurer quand je tombais sur un vélodrome à Aulnay-sous-Bois, là, ou à Vincennes, ou je sais pas où, à l'INSEP, là où j'avais des écharpes dans le cul, dans les jambes et tout. Elle a vu tout ça. Elle a vu le petit môme, la rage au ventre que j'avais et que j'avais pas mal. Je voulais pas montrer que j'avais mal et que j'étais fort, tu vois. Et elle était là. Elle était tout le temps. Mon père était pas là. Tu vois, il était là peut-être à 20 courses, 30 courses dans ma vie. Bon, peut-être qu'il va écouter et qu'il va dire c'est pas vrai, mais ça n'a rien à voir. Très occupé. Et je lui ai toujours pardonné. Si ma mère avait raté une course, je l'aurais défoncé, tu vois. Elle était tout le temps là et je le voyais pas. Enfin, si, je le voyais, mais je me disais c'est normal. Et c'est pas normal, tu vois. Et aujourd'hui, bah c'est normal qu'il soit pas au Grand Rex. Ah, tu sais, elle a tellement été là. Mais en fait, je voulais juste qu'elle voie le film et qu'elle soit un peu émue, parce qu'elle aurait chialé, parce qu'elle est comme moi en pire, évidemment. Donc elle aurait été encore plus sensible et encore plus touchée, mais c'est une belle personne. Et en fait, elle est comme moi. Je l'ai dit hier sur scène et je le dis dans le film. Et c'est vrai que c'est choquant quand tu l'entends de ma bouche, mais ma mère, elle aime pas grand-chose. Mais comme moi, elle aime pas grand-chose. Mais ce qu'elle aime, comme les gens, j'aime pas beaucoup de gens, mais quand je les aime, tu vois. Je m'entoure pas beaucoup de gens, mais quand je les ai autour de moi, je les ai. Et elle, c'est pareil. Et elle a trouvé des amis, je pense, en Bretagne, des amis d'enfance, et avec qui elle a vraiment renoué depuis 4-5 ans, depuis sa retraite. Et je m'imagine retraitée, waouh, l'appel du vide, hein. Ma mère, elle n'a pas de copains, enfin, j'en sais rien, ça se trouve, elle pécho là-bas en Bretagne, j'en sais rien, ça se trouve, elle fait la teuf tous les soirs, il y a 15 mecs dans la maison et tout, mais je pense pas. Mais elle fait sa vie, elle fait sa propre vie, elle prend son pied, elle a le droit, elle a taffé toute sa vie, c'est dur quand même. Du coup, voilà, elle avait envie de venir au Maroc avec sa pote, là, je sais plus quand, pareil, elle n'est pas venue, bon, elle fera ce qu'elle veut. Voilà, même des trucs, je lui ai dit, je te paye ça, elle s'en fout en fait, tu vois, c'est même pas un truc de ça. Et mon père, ouais, je sais pas, il fait son truc, pareil, ils ont beaucoup taffé, quoi. Voilà, quoi. Et puis, ils doivent se dire, il a réussi, ou bien, ouais, s'il est content. Voilà, c'est un peu ça, mes parents. Ouais, s'il est content, faut le laisser. Ça a toujours été un peu ça. Ouais, t'es content avec le vélo. Ouais, faut le laisser faire. Tu sais, c'est comme si, toi, t'allais jouer au tennis avec tes potes ou à la table de ping-pong du coin. Ouais, s'il aime bien ça, jouer avec les gars. Bon, c'est un peu comme ça, mes parents. Ouais. Et est-ce que tu l'es, du coup, heureux, content? Content, ouais. Heureux, je sais pas. Ouais, j'ai du mal à dire si je suis complètement heureux. Je suis de plus en plus apaisé, de plus en plus fier de moi, de plus en plus heureux, certainement, ouais. Après, dire que je suis 100% heureux, je sais pas, parce que ça bouge tous les jours et tout ça.
Mais là, dans ma vie, ouais, je pense que j'ai rarement été aussi heureux et apaisé. Bon, mes relations le font, le fait que Gravelman est un peu stabilisé. Moi, je reviens d'une grosse expédition, ça aide, tu vois. Parce que là, l'année dernière, tu m'aurais pris la même période. Waouh, c'était folie, quoi. Exactement à cette date-là, enfin, ce mois-là de l'an passé. C'était le fou qui boit de l'essence. Ah, voilà, ouais, j'étais pas loin. Ouais. Je pense que je me mettais une demi-bouteille de Sky tous les jours. Désolé. Mais ouais, je me mettais pas loin presque une bouteille de Sky, ouais. Et j'ai rencontré d'ailleurs Daria un peu à cette période-là, quoi. Et en fait, en la faisant boire des micro-verres, je me suis rendu compte de ce que je me mettais dans le gosier, quoi. Je dis, mais t'es un malade mental, hein. Parce que je vois l'effet que ça a sur elle. Je dis, mais t'es alcoolique, mon gars. Je me suis rendu compte 3-4 mois après, quoi. Et c'est le vélo qui m'a encore ressorti de ça, hein, et l'amour. Parce que je me détruisais à me dire, il n'y a personne qui m'aime dans ce bordel, quoi. Et puis, je finançais le projet Bistarail. Tu sais, c'est chaud quand tu prends que des claques dans la tronche. Ouais, c'est pas mal. On n'a pas le budget, mais 2027, Ouais. 2027. Je serais déjà rentré. Ok, mais vous avez certainement un autre projet un peu moins onéreux. Ouais, c'est dur, hein, quand tu te prends des claques en sponsoring, machin, dans la vie. Tu te dis, mais pourquoi? Et pourquoi lui et pas moi? Et voilà. C'est comme ça, c'est la vie. J'arrive à comprendre à petite échelle ce que tu racontes, parce que justement, les premiers échanges qu'on avait eus, c'était par rapport à ça, où j'avais fait ma première expédition à vélo aussi, où tu m'avais donné des conseils. Et ouais, c'est c'est bien, mais plus tard. Ouais, c'est ça. Hein. Bah, pareil, il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour, et c'est souvent repris depuis quelques temps, même années maintenant. On m'a dit ça il y a une dizaine d'années. On m'a dit on met 10 ans pour réussir du jour au lendemain, Steven. Parce que j'étais dans l'impatience totale. C'était l'époque où, bouteille d'essence, là. Là, c'était vraiment boire une bouteille d'essence. Et on m'a dit on met 10 ans pour réussir du jour au lendemain, Steven. Et je disais, ouais. Mais c'est quand dans 10 ans? Parce que ça fait... Là, j'ai 30. Mais c'est quand 10 ans? C'est dans 2 dans... Parce que là, ça commence... Donc, tu sais pas. Ouais. C'est marrant parce que justement, la question que je te posais avant, là, si tu étais content et heureux, j'avais vu sur un de tes posts et je l'avais noté parce que je trouvais que la manière dont tu l'avais tourné, c'était très joli. Tu avais écrit « Quand j'étais petit, je voulais être heureux. 37 ans et 350 000 km plus tard, j'ai compris que le bonheur était partout, tout le temps ou presque. » Bah ouais. C'est quoi le presque? Mais là, je suis content, tu vois, je suis avec toi, je suis content, je vis un truc, je raconte des choses qui sont un peu un peu intimes quand même, qui vont toucher certainement des gens, donc je suis content. Je sais que ça va changer la vision de certains sur moi, la vision de la vie aussi, certaines personnes, et après, ça, c'est du bien. Tu vois, ça, pour moi, c'est faire du bien. Il y a différentes manières de le faire, mais pour moi, raconter des choses qui peuvent inspirer les gens, c'est faire du bien. Et quand je fais du bien, je suis heureux. Voilà. Faire de l'humanitaire, faire du don aux gens, aimer ta femme, aimer ton prochain, aimer tes amis, les chérir. C'est ça, en fait. C'est ça ma manière d'être heureux. Après, le reste, oui, c'est mon travail de faire des aventures. Oui, il y a un certain storytelling, mais je suis moi-même. Enfin, tu vois comment je suis, je ne mens pas. Je suis la même personne que sur mes réseaux sociaux. Certainement plus intense en vrai, mais en vrai, il faut essayer d'être soi-même et d'avancer, quoi, de faire des trucs et de vivre des trucs qu'on aime, quoi. Tenter des choses, se tromper. Je le dis dans le film, alors que j'étais défoncé, quoi. Et je lui avais dit à Louis, allume la caméra, j'ai un truc à dire. Et je lui ai fait une tirade de 10 minutes avec créer, quoi. Créer des choses, les amis. C'est pas pour rien si je suis avec une peintre, hein. Créez des trucs. Créez, écrivez, peignez, dessinez, apprenez une langue, apprenez plein de choses, apprenez 5 langues, 10 langues. Croisez des gens, croisez des frontières, des pays, marchez, courez, faites du vélo, mais faites ce que vous voulez, mais faites, quoi. Faites des choses, faites des trucs ou faites rien. Mais en tous les cas,
essayez de changer quelque chose. Faites un virage 180 ou de l'autre côté si ça ne marche pas. Et puis voilà. Et si vous êtes malheureux, pour moi, plus d'1 an, 2 ans, dégagez, quoi. Même si vous avez du taf et de l'argent, vous allez en trouver. Quand vous aurez rien, vous allez trouver des moyens. Bon, allez pas jusqu'aux poubelles, quoi, mais essayez de rebondir avant de toucher un peu le sol. C'est ce que j'ai fait à chaque fois. À me lancer sans forcément de parachute et me dire il va s'ouvrir le bordel, c'est sûr. Je pense que ça va le faire. On va pas me laisser tomber comme ça là-haut. Mais ouais, et gardez espoir, quoi. Gardez espoir en vous, gardez espoir en la vie. La vie, elle est belle, quoi. Je me dis souvent ça sur le vélo parce que des fois, j'ai des moments de grâce, tu vois. Et je me dis, Quand tu apprécies le merci paysage. là-haut, la vie, elle est belle. Ouais, apprécie le paysage. Il y a des trucs horribles, des fois. Je suis arrivé en Ouzbékistan, tu sais, des fois, t'as des citernes d'essence ou des trucs de pétrole, mais ça durait 200 bornes, quoi. C'était dégueulasse, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, kiffe bien. Les gens, ils m'écrivaient sur les... Ouais, kiffe bien, putain, je t'envie. Je suis pas sûr, Michel. Je suis pas sûr. Je te promets que c'est comme si tu étais sur un barbecue avec des 75 tonnes qui te doublent à peu près à 100 km/h de différence. Et bah, s'il fait un accident, là, il y a à peu près 5 km² qui explosent autour de moi. Donc, ouais, je suis pas trop dans le profit, mais j'ai hâte de me prendre une petite bouteille d'eau, là, tu vois. mais c'est le jeu. J'ai choisi, ouais. C'est ça ma manière d'être heureux. Après, chacun sa manière, chacun son truc. Très belle manière. Pour finir l'épisode, pour ceux qui nous écoutent, j'aime bien toujours demander une reco. Quel est le ou les livres? Je préfère les que le, parce qu'en général, c'est les fanatiques qui lisent qu'un livre et qui y croient dur comme fer, mais qui t'ont le plus inspiré, motivé à créer, à faire tout ça. En fait, moi, je suis un très mauvais élève, comme je l'ai dit. Mais moi, c'est souvent les livres de Tesson, parce que c'est pas les seuls que j'ai lus, mais avant, j'étais plus dans les trucs Big BD à me détruire la tronche, tu vois. Ah putain, il y a un gars qui me ressemble, là, tu vois, un mec incompris qui a envie de brûler la vie. Donc, c'est les 2 auteurs, en fait, qui ont certainement changé ma vie à certains moments. C'est bizarre, hein. J'ai jamais parlé de Big BD, d'ailleurs, mais... c'est Big BD et Tesson. Tu vois, tous les livres de Tesson sont ouf. Bon, on a des parcours un peu pas similaires, mais parallèles. Il est un peu plus âgé que moi, mais c'est un mec qui veut brûler la vie. Hein. Tesson, c'est incroyable. C'est un mec qui a fait plein d'expéditions, qui s'est trompé vachement, qui avait un petit penchant pour la picole aussi et qui a fait 2-3 conneries du coup à cause de ça. Mais ouais, dans les forêts de Sibérie, c'est incroyable. Mais toute sa traversée de l'Himalaya, presque la même trace que moi, mais encore plus longue, est absolument incroyable. Je sais plus, le jour où j'ai marché dans le ciel, quand il était avec Poussin, là, mais je pense qu'ils l'ont fait il y a 20 ans, l'expédition. C'était où marcher dans le ciel, mais... Ouais, je retrouverai, je mettrai les liens. Fou, c'est... Ouais, il y a 20 ans, je ne sais pas si les gens se rendent compte exactement de ce que pouvait être le Tibet ou le Népal il y a 20 ans. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et ouais, allez lire ces livres-là. C'est des livres au-delà d'espoir. C'est des livres d'exploration pure. Et les mots sont beaux, en fait. Ça mettra des mots sur des sensations que vous pouvez avoir. Et moi, c'est souvent des livres que j'emporte avec moi. Mais si je devais donner un seul livre, c'est Le Petit Prince. Et pour moi, c'est The livre qui a certainement changé ma vie dans l'Himalaya, parce que je l'ai relu dans l'Himalaya la première fois que j'y vais. Et je dis, pourquoi ça tombe là, maintenant, sur moi, en plein milieu? C'était à Gokyo Lake, bref, j'étais à 3500 mètres d'altitude, en route pour un col à 5005. Et je lis, je relis, je dis, putain, c'est mon chemin, en fait. Voilà. C'est ça le truc. Et ça c'est beau, tu vois. Il faut revenir à soi. Et pour soi, c'est revenir à l'enfant qu'on était, quoi. Voilà, c'est très important. Et Tesson est un enfant. Big BD aussi, un peu moins dans son style. Et moi, j'en suis un très grand, très gros aussi. Qui fait beaucoup de kilomètres à vélo. Un peu. Merci beaucoup. Merci à toi. Dernière question pour clôturer l'épisode, je la pose à tous les invités. Est-ce que c'est un épisode réussi
pour toi en tout cas. Ah ouais. Ah non, mais là j'ai une semaine où je fais que des trucs un peu réussis, ouais. Ah ouais. Non, je suis content. Je suis content, mais je le sentais bien. Tu vois, je suis venu, je suis arrivé en retard, comme d'hab. Pas de souci. Ouais, je savais que ça allait être bien. Je savais même pas de quoi on allait parler, mais je savais que ça allait être bien. Parce que si tu m'invites, c'est que ça t'intéresse et que t'es un peu câblé comme moi et que t'as envie d'aller chercher 2-3 trucs qui peuvent te plaire personnellement ou pour les autres. Et c'est ça, tu vois, t'as envie de transmettre un truc. Donc ça se passe souvent très bien. Sauf si tu m'avais dit des trucs pourris au départ, mais c'est pas arrivé. Visiblement, je l'ai pas fait, donc c'est bon. Non, c'était très bien. Pour moi, il est super ce moment. Je me gargarise pas justement sur moi. Mais c'est riche, je pense. Très riche épisode. Je sais pas comment étaient les autres, mais j'ai beaucoup parlé. Non, ça va. T'es pas le plus long. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci bonne, à toi. Bonne journée. Merci. Et puis à bientôt à ceux qui nous écoutent. Pareil, je le précise comme à la fin à chaque fois, mais vous retrouverez tous les liens de Steven dans la description et le lien vers les docus qui sont disponibles. Si vous voulez aller voir ça, je vous conseille fortement tous ces docus. Merci à toi.